Bonsoir, bonsoir à tous. Alors Raquel, ça va? Ça va bien, Vous oui, êtes allé merci. manifester avec les Gilets jaunes? Oui. Et c'était une expérience assez bouleversante, on en reparlera tout à l'heure. Ce soir, on va beaucoup en parler des Gilets jaunes. Je suis sûr. Alors ça m'a inspiré un nouveau slogan pour vous. Ah. Che Guevara. C'est bien Che Guevara, non? Et j'ai le sampleur qui va avec. Et maintenant, plus prestigieux que les Oscars, plus méchant que les Gérard, plus drôle que les Césars, plus sexy que les Hôtes d'Or, c'est le prix Goldnadel du bisounours de la semaine. Je vous demande le calme. Bien sûr. Alors, qui a le prix cette semaine? Le prix Bisounours de cette semaine est décerné à l'unanimité. Moins une voix. Moins une voix. On dirait le vote des Gilets À jaunes. monsieur Gérald Darmanin. Ah ouais, Et pourquoi? Pour avoir décrété que les manifestants du dimanche sur les Champs-Élysées, c'était la peste brune. Ouais. Alors déjà, confondre le jaune et le brun trahit le daltonien. Oui, Mais c'est beaucoup plus grave que ça. bien sûr. On sent que la gauche mondaine et macronienne ne peut pas s'empêcher d'insulter les Français récalcitrants. Ouais. La semaine dernière, c'était des fumeurs de clopes invétérés qui roulaient au gasoil. Et cette semaine, c'est des fascistes. Ouais. Alors, pour le docteur Darmanin, c'est la peste. Et pour son doctomètre, c'est la lèpre. Ouais. Mais le problème, c'est que ça ne marche plus du tout. La grosse ficelle antifasciste, elle est rongée jusqu'à la trame. Et les Français ne marchent pas. Et encore moins au pas de loi. Et voilà. Et maintenant, j'accueille le député et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Déjà, jusqu'ici, tout va bien. Vous avez été excellent dans l'escalier. Oui, j'avoue que j'étais un peu inquiet de l'escalier. Alors, comme tous les invités, vous aurez un slogan. Je vous en propose deux. Vous allez choisir. Le premier, c'est la France Cocorico. Et le deuxième, c'est l'histoire d'amour la plus rapide de Marine Le Pen. Vous choisissez lequel? Je préfère la France Cocorico. Bah ouais. Et vous avez un sampleur. Ça lui va bien, non? Ouais, je dirais même que c'est la France cocurico, parce que Marine vous a vite fait cocu. Hein. Ah ouais. Ouais. Non, j'ai pas ce sentiment. Bien. Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes donc député, président de Debout la France. Mais qui êtes-vous vraiment? On va voir. C'est le magnéto de Blacko, Serge. À sa naissance, Nicolas Dupont-Aignan s'appelait Dupont. Sa mère a rajouté Aignan pour qu'à l'école, on ne confonde pas son fils avec un autre Nicolas Dupont. Résultat, il y a 188 Nicolas Dupont dans l'annuaire, mais un seul Nicolas Dupont-Aignan. Pour être à la hauteur du nom donné par sa maman, il faudra qu'il soit le numéro 1. Au départ, c'était facile. Nicolas commence par Sciences Po, il enchaîne avec l'ENA, bref, le parcours banal des premiers de la classe. Au niveau local, pareil, il devient vite le numéro 1. Élu maire de Hyères en 95, Les habitants ont du mal à croire à ce qui leur arrive. Moi aussi. il sera réélu 5 fois de suite. Sauf qu'à l'échelon national, ce n'est pas aussi simple de devenir le numéro 1. Depuis le référendum de Maastricht en 92, Dupont-Aignan soutient le camp des souverainistes, incarné par Séguin et Pasqua. Et bien sûr, pas question de rester au second plan. Son rêve, c'est de devenir le leader de la droite.
Il se présente donc à la présidence de l'UMP, mais il est battu par Juppé en 2002, puis par Sarkozy en 2004. Alors, au lieu de rester un des numéros 2 de l'UMP, Dupont-Aignan préfère devenir le numéro 1 de son propre parti. En 2007, il lance Debout la République. Son rêve, c'est désormais de devenir président. Tel est mon projet. Première tentative en 2012. Je suis candidat à la présidence de la République. Il obtient 1,8% des voix. Deuxième tentative en 2017. Oui, je suis candidat à la présidence de la République pour sauver notre pays. Il obtient 4,7% des voix. Ah là là, pas facile de devenir numéro 1 en France. On se moque, en attendant, Dupont-Aignan ne lâche rien. Je sais par expérience que le courage porté par des convictions sincères peut permettre à la volonté de triompher du renoncement. Certes, son alliance avec le Front National au second tour de la présidentielle a tourné court. Hors de question pour lui de s'effacer derrière Le Pen. Il s'agit surtout de savoir si l'on accepte la soumission définitive. Du coup, pour les européennes, il a lancé sa propre liste d'union des droites, baptisée Les Amoureux de la France. Et bien sûr, c'est lui le numéro 1. Wauquiez et Le Pen ont refusé de se rallier à lui, mais Dupont-Aignan poursuit son chemin. Très actif pour soutenir les Gilets jaunes. Il faut faire reculer le gouvernement. Il espère même dépasser les Républicains aux européennes. Vous les connaissez, nos alliés, ce sera les partis de M. Salvini, des Hongrois, des Polonais, des Autrichiens, et je les vois, je les verrai au cours des prochains mois, et nous allons bâtir une majorité. Ce qui le mettrait en position idéale pour se présenter en 2022 à la présidentielle, et cette fois, il en est convaincu, il deviendra le numéro 1. L'alternance arrivera, M. Macron échouera parce qu'il ne résout aucun des problèmes de fond du pays. Et ben voilà. Quoi? Oh, plaignez-vous, là, plaignez-vous. Je ne me plains pas. Il fait votre panégyrique. C'est pas aussi simple. Combien vous comptez faire aux européennes? Mais j'en sais rien, ça Non, dépendra mais- des... Non, mais Vous vraiment, êtes à j'en sais combien, rien. là? Vous êtes à 7, 8, non? Les sondages donnent entre 6 et 8. En général, ils nous donnaient toujours la moitié de ce qu'on faisait, donc Non, vous n'êtes pas à l'abri de faire On verra. 10-12, hein? on verra. J'en sais Ah, rien. Non, mais Alors, je suis pas... Sérieusement, est-ce que vous pensez qu'un jour, Nicolas peut être président de la République? Monia? Moi, je pense que vous avez la technique un peu Jean-Claude Duss. Sur un malentendu, ça peut fonctionner. Et je me pose la question si votre technique, c'est pas vouloir être le Salvini à la française, c'est-à-dire voir un peu la grogne des gilets jaunes. Ça a commencé en Italie avec la grogne des fourches en Sicile, c'est la grogne des fermiers. Est-ce que vous voulez pas venir à la fin conclure et être le Je vais Salvini vous à la dire, française? sur les gilets jaunes, on s'est assez foutu de moi quand j'ai dénoncé la privatisation des autoroutes, qui est un pillage public, privé, mais organisé par le gouvernement en 2006. Et il y a eu tellement de films, je me disais, tiens, ils vont le remettre, où on se fichait de moi parce que je faisais ouvrir les barrières. Parce que ça, c'est du pillage. Les Français ont été pillés. Donc les gilets jaunes, je récupère pas là tout à coup. Non, en fait, Je c'est mets pas les un gilets gilet jaune. jaunes qui récupèrent Dupont-Aignan. en C'est vérité. plutôt, non, j'ai pas cette prétention non plus. Il y a de tout dans les gilets jaunes. Il y a des gens de tous bords Oui, politiques. mais les gilets jaunes, simplement, c'est la France des ce oubliés combat. qui s'est pas retrouvée dans votre parti. C'est pas la France simplement Si. des oubliés, c'est la France de ceux qui travaillent et qui en ont assez d'être rackettés pour des dépenses inutiles D'accord. et scandaleuses. Et c'est enfin, moi je vais vous dire, je suis content qu'enfin le peuple français se réveille. Ouais. Après, ça peut déboucher sur le pire ou le meilleur. Ouais. Mais c'est sain qu'un peuple qui a été écrasé pendant tant d'années, qui disait rien, à un moment se On va en dise parler, je Nicolas. compte. On va en C'est parler. quand même Alors, important. juste un mot. Avec Marine, le divorce est consommé, en fait. Personne n'a compris, mais je vais le répéter 150 fois, il n'y avait ni mariage ni divorce. Il y avait que j'ai pris mes responsabilités au second tour. Et à l'époque, on m'a suffisamment critiqué. Mais je savais ce qu'allait être Macron. Et je remarque que tous ceux qui manifestent contre Macron ont tous voté pour lui. Moi, j'ai été clair. Après, j'avais fait un pacte de gouvernement, on avait négocié un programme. J'ai toujours dit que je resterais indépendant. Il n'y a pas de divorce parce qu'il n'y a pas eu de mariage. Très Il y avait bien, une vous avez répondu. alliance. C'est ce que disent tous C'est les simple. ex. C'est ce que D'accord. disent tous les ex quand ils se tapent quelqu'un en Alors, disant c'est pas vraiment mon genre. Nicolas, quel est le chroniqueur que vous redoutez le plus ce soir? Aucun, Raquel, sans doute, non? Non, je sais qu'il y en a qui m'aiment moins que d'autres ou d'autres qui m'aiment davantage que d'autres. Donc, Ah, d'accord. François-Olivier Gisbert a toujours eu une petite dent contre moi. Mais il a plus de dents. Mais c'est c'est l'âge, non. Heureusement, à l'usure. Vous voyez, Thierry Ardisson, à l'usure. Moi, il y a un côté, je dis toujours, il y a les lièvres et les tortues. Moi, je suis plutôt du genre tortue. Moi, je vous ai à vu. l'usure. Non, mais c'est vrai, je vous ai vu commencer
C'est vrai, quand on vous recevait au début, c'est vrai, on disait à Nicolas Dupont-Aignan, petit à petit, ça monte. Je suis sincère. Non, ah non. si. Non, non. Ah bah vous me connaissez Pas quand mal. je suis une chose qui est sûre. Et dans le milieu politique, il n'y en a pas tant que ça. Non, non, non. Opportuniste. Non, Et j'ai vous pas êtes- changé vous êtes la même malin et définition. vous avez J'ai une pas changé qualité d'avis. essentielle pour réussir. Ça, Ouais. c'est vrai, j'ai remarqué. C'est ce que Mitterrand disait toujours, d'ailleurs. Le génie, il y en a un par siècle. Du talent, tout le monde en a. La différence, c'est la persévérance. Et là, bravo, vous en Voilà, avez. très bien. Après, Et maintenant moi, c'est vrai que j'ai du mal à vous voir comme président, mais T'en sais rien. je me suis jamais trompé, sauf la dernière fois, parce que j'étais toujours sur Macron, mais jamais, ça c'est une blague, ça le ferait pas. Donc maintenant, je deviens un peu plus Vous savez, prudent, ce qui compte, plus c'est pas de modeste. savoir, c'est de savoir si ce qu'on fait est conforme à ce qu'on pense et si on est sincère, si on a des convictions et si elles correspondent à l'intérêt du pays. C'est tout ce qui m'apporte. Ok. Voilà. Et maintenant, on passe aux une de la semaine. Alors, Nicolas, chaque mercenaire va présenter sa une. Il ou elle aura une minute pour en parler. À la fin, c'est vous qui jugerez, comme si vous étiez devant un kiosque. Et si vous choisissiez d'acheter ou pas un journal. On commence avec Natacha Polony. Natacha, vous avez droit à une minute plus une seconde. Parce que la semaine dernière, vous avez fini à 59. En Chine, donc un scientifique affirme avoir fait naître les premiers bébés génétiquement modifiés afin de les rendre résistants au virus du sida. Il s'est exprimé lors de la conférence du génome à Hong Kong. Magnéto, Serge. First, I must apologize that these results leaked unexpectedly, taken away from the community of the full data being presented immediately in a scientific venue. The volunteers were informed of the risk of posed by the existent one potential off-target, and they decided to implant. Voilà, donc bébé génétiquement modifié, c'est votre une. Attention, top chrono. Vous avez vu, c'est l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire que ce scientifique ne s'excuse pas d'avoir fait ça. Il s'excuse que ça ait fuité et que, du coup, ça ait pu choquer. Qu'est-ce qui se passe ? On a utilisé des ciseaux génétiques qui sont une découverte absolument hallucinante qui bouleverse notre rapport à l'humanité. On peut modifier le génome des êtres humains et on ne sait absolument pas ce que ça va donner puisque cette modification génétique va se transmettre de génération en génération. Oui. Alors c'est pour le bien. Là, c'est pour les empêcher d'avoir le sida. Donc comme c'est pour le bien, on est tous sommés d'accepter ça. Ça nous concerne tous. Pourquoi ? Parce que le génome est en train de devenir tout simplement un instrument commercial. Il y a aux États-Unis, par exemple, des entreprises qui se font un fric extraordinaire. Rien n'est régulé. Pourquoi ? Parce que les politiques n'osent pas apparaître pour des rétrogrades qui diraient aux scientifiques, c'est à nous de décider. Donc c'est aux citoyens de se demander s'ils veulent vraiment qu'on détruise petit à petit ce qui fait l'humain. Vous avez fait en 61 secondes. Il n'y a qu'à demander. Vous êtes impeccable. Vous êtes bien. Alors maintenant, donc deuxième une, évidemment, Gilles William. Donc pour encadrer les flux migratoires, l'ONU propose un pacte. Simplement, il y a un problème. Le texte est rejeté par plusieurs pays de l'Union européenne. ONU, pacte migratoire, la bombe à fragmentation. C'est votre une, Gilles William. Vous avez une minute. Top chrono. Oui, l'ONU a pondu une espèce de pacte migratoire qui est une espèce de prêchi-prêcha immigrationniste et qui, évidemment, est une sorte de guide pour le migrant. Le seul problème, c'est qu'on ne demande pas ça à l'ONU. On demande à l'ONU de respecter les frontières des États membres et leur souveraineté et éventuellement aussi de protéger les gens pour vivre en sécurité dans leur pays plutôt que migrer. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, des États qui ne sont pas d'accord, mais la France, elle, a accepté le pacte sans barguigner. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui qui manifestent, ils manifestent pour leur insécurité économique et pour leur insécurité migratoire également. Donc, Monsieur Macron, le mondialiste, compte tenu de son impopularité, ferait bien de méditer sur cette leçon, celle-là aussi. Stop. Ouais. Vous avez 4 secondes pour la semaine prochaine. Nicolas. Oui, et ce qui est incroyable, c'est que ça se fait dans le silence le plus total. Ouais. La folie, plutôt que de s'occuper de permettre aux populations de vivre bien dans leur pays, c'est-à-dire d'avoir un vrai plan de développement de l'Afrique, de contrôle démographique, etc., on est en train d'épouser une folie
qui rend malheureux ceux qui partent et ceux qui accueillent. Bien. Et voilà, on se retrouve après la pub pour la suite des unes de la semaine. Ce soir, face aux mercenaires, Nicolas Dupont-Aignan. À tout de suite. Bonsoir les terriens du dimanche. Nous sommes toujours dans le Bifort des terriens du dimanche, en compagnie des mercenaires et de Nicolas Dupont-Aignan. On continue avec la suite des unes de la semaine. Alors Raquel, samedi vous étiez sur les Champs-Élysées, vous avez rencontré des gilets jaunes. Magnéto, Serge. Vous êtes parti de quelle heure du coup? Vous êtes parti d'où? 23h30 de Lorient. Ça peut pas continuer comme ça. Si après ça il n'entend pas, il y a quand même un réel souci. On peut pas être président de la République, d'une démocratie et pas entendre son peuple. On vient parce qu'on est déterminés, comme tous les gens qui sont présents ici. Hein. Je crois qu'il y a une exaspération générale, tout simplement, puis une peur de l'avenir profonde. Moi, c'est ce que je ressens, quoi. J'ai vraiment peur. Je suis bientôt à la retraite. Je sais que je vais devoir contenter d'une retraite qui me permettra à peine de vivre. Et j'ai peur qu'on me la diminue encore. Enfin, c'est une angoisse, quoi. Je crois que c'est une angoisse générale. Hein. On n'en peut plus, quoi. De voir les classes moyennes s'appauvrir. Je parle même pas des classes défavorisées parce que je sais même pas comment ils font pour subsister encore. Maintenant, qu'on en arrive à des scènes pareilles, bien sûr, ça me fait pas plaisir. Mais je crois que c'est la conséquence de la politique qui a été menée depuis des années, tout simplement. Voilà. Macron, t'es foutu. Monsieur et madame tout le monde sont dans la rue. C'est le titre de votre une, Raquel. Vous avez 1 minute, top chrono. Oui, Macron est foutu parce que ce ne sont pas les gauchistes habituels et professionnels qui sont dans la rue, mais effectivement, par exemple, ce couple-là, qui était à 5 mètres de la barricade, vous l'avez vu, et qui n'était pas décontenancé par ces scènes qui pourtant ont choqué la France entière, qui ont été répétées en boucle. Pourquoi? Parce que ils sentent que ce qui se passe est d'intérêt général et que c'est une sorte de obligation pour tout citoyen aujourd'hui qui se respecte. Moi, j'ai été impressionnée notamment par les femmes d'une détermination. Cette ménagère de moins de 50 ans qui est la cible de la pub et dont on entend beaucoup parler à la télé, eh bien, cette ménagère-là, elle sait exactement combien les choses coûtent vu que c'est elle qui les achète. C'est elle qui est dans la rue aujourd'hui et je pense qu'ils arriveront à leur fin, c'est-à-dire obtenir la démission de Macron. Oh là là! Vous avez 10 secondes la semaine prochaine. J'ai été un peu courte alors. Non, c'est bien, non, c'était très bien. Nicolas, je ne vous demande pas votre avis, j'imagine que vous le partagez, parce qu'il y a 80% des Français qui partagent cet avis. Pas seulement, c'est parce que j'étais à Toulon jeudi soir et en rentrant sur Marseille, je me suis arrêté à 23h à une barrière d'autoroute et j'ai discuté longtemps, il n'y avait pas de caméra, rien. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que oui, ce sont des femmes, des retraités, ce sont des gens qui ne manifestent jamais. 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 Et qui sont là. Et ce qui était le plus réconfortant, c'est de voir les gendarmes qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Tenez bon, j'espère qu'ils vont tenir, on est là pour les empêcher un peu, mais notre cœur est avec eux. » Et vous savez, quand dans un pays, les gendarmes, les policiers sont d'accord avec ceux qui manifestent profondément, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus et qu'il y a au contraire une grande espérance. La question, c'est de savoir comment on transforme cette colère en espérance. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une fraternisation des policiers avec les Gilets jaunes? Oui, si ça continue, et je le souhaite, dans les respects de la loi de la République, bien sûr, mais ce qui est mystérieux pour moi, incroyable, incompréhensible, c'est comment un gouvernement qui est informé peut réagir à un président comme ça. C'est-à-dire qu'il a mené une politique incroyable d'inégalité, d'injustice, mais en plus, il est incapable d'aller entendre, d'aller écouter, d'essayer de comprendre. Parce que c'est pas un politique, c'est pas son métier. Natacha. Oh, quand même. Si. Deux choses. D'abord, cette fraternisation, on l'a déjà vu,
Ça s'appelle la Révolution française, les gardes nationales qui rejoignent. Voilà. Enfin, c'est-à-dire que cette fraternisation, elle nous raconte que ces gens-là, ils sont là pour une nouvelle abolition des privilèges. Et ce qui devrait nous inquiéter, c'est de nous dire que plus de 2 siècles après la Révolution française, on a des citoyens d'une république qui ont l'impression qu'il y a des privilèges et qu'il faut faire 1789. C'est pas qu'une impression, ça veut dire, bien sûr, ça veut dire que nous avons laissé se reconstituer cela. Et il y a cette impression de relégation. Et face à cela, pourquoi Emmanuel Macron ne peut rien faire? Tout simplement parce qu'il a été élu sur un malentendu, si on veut être gentil, un mensonge, si on veut dire réellement la vérité. Il a fait croire qu'il allait changer les choses, que la révolution, c'était lui, c'était le titre de son livre. Oui, absolument. Eh bien non, il était là pour perpétuer ce système. On change les têtes, on change les députés, on en prend des nouveaux, et du coup, on va pouvoir continuer comme avant, replâtrer et faire la même politique en un peu plus fort, parce que sa théorie, c'était quoi? C'était que si ça allait mal, s'il y avait la crise, c'est parce que ses prédécesseurs n'étaient pas allés assez loin dans l'adaptation à la mondialisation, n'avaient pas assez dérégulé, et que la dérégulation, c'était formidable et que ça allait nous sauver. On voit bien que c'est une impasse absolue, et qu'il, lui, ne peut pas avoir la réponse. Le problème, c'est si lui n'a pas la réponse, si en face, vous avez un désert politique, des gens qui n'apportent pas une pensée politique sur ces voies-là, qui ne donnent pas une voix à ces gilets jaunes en leur disant il y a des solutions, il faut les penser ensemble, il faut concevoir un programme. Si vous n'avez pas ça, ça va être dangereux. Natacha, il y a des solutions. Déjà, moi, dans les interviews que j'ai réalisées samedi, par exemple, cet homme qui est à côté de la barricade avec son épouse, ce qui le rend fou, c'est la suppression de l'ISF. Il nous l'a dit dans l'interview. Donc, il y a la notion d'injustice fiscale. Il y a aussi la question d'angoisse démocratique. On va parler des solutions. C'est pas possible d'avoir un gouvernement qui peut représenter. On est dans les unes de la semaine. C'est la une de François-Olivier Gisbert. Alors, lors de la journée de mobilisation des Gilets jaunes, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a réagi au conflit entre les manifestants et les forces de l'ordre sur les Champs-Élysées. Magnéto, Serge. À l'appel de Marine Le Pen, qui avait invité les manifestants à venir sur les Champs-Élysées, effectivement, près de 5000 personnes sont mobilisées. Mais ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, l'ultra-droite s'est mobilisée, est en train de vouloir dresser des barricades sur les Champs-Élysées. Voilà, donc Castaner, super menteur, c'est votre une. François-Olivier Gisbert, vous avez 1 minute, top chrono. Alors, c'est toujours mieux de dire la vérité quand on n'est pas un grand menteur. Et Christophe Castaner, à l'évidence, très sympathique par ailleurs, ministre de l'Intérieur, n'est pas un bon ni un grand menteur. Hein. C'est-à-dire que là, il nous a expliqué que Marine Le Pen donc, avait organisé cette manifestation, c'est bien ça qu'on a entendu, et après que c'était en fait l'ultra-droite qui était là pour casser dans les cortèges. Alors, évidemment, il a oublié un truc, c'est qu'il y a la télévision et qu'en même temps qu'on l'entendait pratiquement, on voyait tous les chefs de file de la France Insoumise et bien d'autres personnalités de gauche, des personnalités très différentes d'ailleurs, qui étaient dans les cortèges. Et puis aussi, il a oublié aussi qu'il y avait des journalistes, parce que les journalistes, ils ont très vite montré que c'était pas l'ultra-droite qui était très présente, il y avait aussi beaucoup d'ultra-gauche et puis beaucoup de gens qui venaient de nulle part, on ne savait pas. Alors voilà, moi juste, je vais dire à Christophe Castaner, que j'aime bien, mais sois pas vénère, perds pas tes nerfs, t'en as encore besoin pour longtemps. 2 secondes. Est-ce qu'on peut noter 2 secondes pour France? Ce qui est triste avec tout ça, on a l'impression d'une grande régression mentale dans ce pouvoir, parce qu'il y a eu des tas de fake news diffusés par les réseaux macroniens, et notamment... Le mec qui fait le salut nazi, là. C'est extraordinaire. Magnéto, Serge. Autre séquence relayée à foison sur les réseaux sociaux, cette fois par les anti-gilets jaunes. Ce manifestant qui samedi fait en direct un signe de la main devant une caméra. Aussitôt interprété par ce compte Team Macron comme un salut nazi. Nous avons retrouvé la vidéo originale avec le son cette fois. Ave Macron. Ave, bonjour en latin, accompagné du salut romain. Il y a eu un truc horrible sur une grande chaîne de télévision que je ne citerai pas. Le commentaire, l'extrême droite est sur les Champs-Élysées et on voit un drapeau français avec la croix de Lorraine. Donc, ceux qui ont lutté contre les nazis et qui est assimilé à l'extrême droite. C'est-à-dire que non seulement on est dans la manipulation, mais on est dans l'inculture. C'est-à-dire,
l'absence de tout lien avec un peuple, une histoire. C'est monstrueux. Mais je crois que c'est ce qu'on a vu aux Champs-Élysées. Moi, je crois que c'est très important. Il y a d'abord le mépris, parce que je pense que le fait que le pouvoir n'ait jamais voulu écouter personne, n'ait pas voulu faire, par exemple, ce grand raout que proposait de faire Laurent Berger, le patron de la CFDT, et le fait aussi que là, après, on met du fake news à tire-larigot alors qu'on était censé le combattre, c'est honteux. Alors, on passe à vous, Pierre. Je veux un bonus de 5 secondes. Vous avez droit à 65 secondes. Un tout autre sujet. Mardi dernier, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé que les premiers préservatifs remboursés seront disponibles sur ordonnance à partir du 10 décembre. Donc, ça s'appelle Capote sur ordonnance. C'est votre une. Top chrono. Oui, l'objectif de cette mesure, c'est de faire baisser justement la transmission du VIH, notamment chez les jeunes, puisqu'il faut savoir qu'il y a entre 800 et 1000 jeunes de moins de 25 ans en France chaque année qui sont contaminés par le VIH. Alors le remboursement ne concerne qu'une seule marque disponible en pharmacie et se fait à hauteur de 60%, ce qui équivaut à 78 centimes sur une boîte de 6 préservatifs. Ce qui veut dire au passage que je ne sais pas si c'est une bonne opération pour la sécurité sociale, parce que pour me faire rembourser 78 centimes sur une boîte de préservatifs, je vais débourser 25 € chez un généraliste. Derrière ce qui semble être un progrès, il y a quelques voix dissonantes, quelques voix discordantes, notamment chez les femmes, qui bénéficient justement de cette ordonnance pour le préservatif, mais uniquement pour des préservatifs masculins. Le préservatif féminin est totalement exclu, tout comme les autres moyens de contraception, et d'autres femmes, justement, se plaignent, rappellent qu'elles payent plein pot toutes les protections hygiéniques qui constituent un vrai budget pour les femmes tout au long de l'année. Alors, quoi qu'il en soit, remboursé ou pas remboursé, protégez-vous. Oh putain! Là, vous avez 3 secondes de bonus. Voilà. Monia, 2 secondes de bonus avant même de commencer. Alors, une enquête menée par 250 journalistes nommée Implant Files a fait des révélations très inquiétantes sur les implants médicaux. Implants macabres, c'est votre une. Top chrono. Oui, en fait, 8 ans après le scandale des fameuses prothèses PIP, aujourd'hui, on pourrait se retrouver face à un nouveau scandale sanitaire lié aux prothèses mammaires. D'après cette enquête dont vous parliez, on apprend que des femmes qui porteuses de prothèses mammaires auraient développé un cancer rare appelé le lymphome anaplasique à grandes cellules. Aujourd'hui, 54 femmes sont touchées par ce lymphome. En chirurgie esthétique, il faut quand même préciser qu'il existe 2 différentes formes de prothèses. Il y a les prothèses lisses et les prothèses dites texturées qui ont une texture de velcro. Et le point commun de ces femmes qui ont un lymphome porteraient des prothèses texturées de marque Allergan de type Biocell. Donc je ne suis pas en train de dire que cette marque-là donne le cancer, mais elle porterait toutes en général ce type de prothèse. Il est important de respecter un principe de précaution que respecte la NCM, la fameuse police sanitaire, qui demande aujourd'hui aux chirurgiens de préférer aujourd'hui les prothèses lisses au lieu des prothèses texturées. Merci Monia. Et donc j'accueille maintenant une femme victime des implants médicaux. Voici Françoise Chirol. Bonsoir Françoise Chirol, merci d'être avec nous ce soir. Donc c'est l'heure maintenant du témoin de la semaine. Françoise Chirol, 52 ans, 4 enfants, esthéticienne à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Placée depuis ce qui vous est arrivé en invalidité. Donc en 2006, on vous pose des prothèses mammaires pour des raisons médicales. 1 an plus tard, donc des douleurs apparaissent. Comment avez-vous découvert en fait que quelque chose n'allait pas, Françoise ? C'est un long combat. Il faut aller voir beaucoup de médecins, beaucoup de rhumatologues. C'est très très long. Il a fallu attendre que j'aille chez un chirurgien orthopédique pour qu'il me détecte un début de polyarthrite rhumatoïde au niveau des pieds. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez mon médecin généraliste qui m'a fait une prise de sang de recherche auto-immune qui a détecté donc des facteurs rhumatoïdes positifs et des anticorps positifs. Il a fallu que je comprenne par moi-même. J'ai tapé le mot maladie des prothèses mammaires et là, vous tombez sur des informations sur la maladie des implants mammaires qui s'appelle le syndrome ASIA, auto-immune inflammatoire dû à l'adjuvant silicone. Et là, ça a fait tilt et je me suis dit, je suis malade à cause de ça. Je faisais 3 heures de fitness par semaine, tout allait bien. Et du jour au lendemain, vous pouvez plus marcher, vous pouvez plus dormir, vous pouvez plus, vous avez les pieds rétractés. C'est une horreur. C'est un véritable poison. Ça a été un poison pour moi et pour beaucoup de femmes.
les prothèses que vous aviez étaient des implants dits texturés, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'était des prothèses avec une texture un peu velcro, un peu granuleuse. Et une de vos prothèses a explosé dans votre poitrine. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous l'avez senti? Non. Je n'ai jamais eu aucune douleur au sein. On sent pas jamais, que ça explose. jamais, jamais. Le gel est cohésif, c'est-à-dire que quand il éclate, il reste dans votre sein comme ça. Ouais. Je m'en suis pas aperçue. J'ai pas perdu quoi que ce soit en centimètres, j'ai pas perdu de poids, j'étais stable. On ne sent pas. Je n'ai jamais eu aucune inflammation. Et comment décririez-vous la douleur que vous avez ressentie suite à ça? Ça s'est passé quand je suis montée au ski. J'ai fait une mammographie, échographie. Elle était négative, tout allait bien. Je vais au ski et là, je me sens mal. J'ai atterri chez le généraliste qui m'a dit « Vous avez une sorte de grippe ». J'étais... Beaucoup de femmes comme vous qui souffrent de ces maux liés aux implants mammaires, en fait, sont souvent traitées comme des affabulatrices. C'est vrai. Est-ce que c'était votre cas? Est-ce qu'on ne vous a pas pris au sérieux dès le début? C'est vrai. On vous envoie de médecin en médecin. Moi, il y a des chirurgiens qui m'ont mis dehors en me disant que s'ils reconnaissaient le syndrome ASIA, s'ils m'opéraient, il fallait me retirer les capsules et les résidus de silicone. On m'a mis dehors, on m'a jeté des cabinets médicaux. C'est un combat, c'est vraiment une lutte pour faire comprendre qu'on est malade à cause de ça. J'ai été opérée au moins 4-5 fois. Je dois être encore réopérée parce qu'il me reste encore des résidus de silicone. J'en ai dans la chaîne mammaire, j'en ai sous les clavicules. Et j'en ai découvert un énorme ici, sur la côte. Sur une côte, il va falloir me retirer encore. Heureusement qu'on a des chirurgiens qui nous écoutent, enfin, et qui nous aident. Ce qui est incroyable dans votre histoire, c'est qu'on ne vous a pas retiré vos prothèses tout de suite, c'est bien ça? Non. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été en radiologie, le radiologue m'a dit « Ne vous inquiétez pas, on vous fait croire que la matière est inerte. » C'est faux. La matière n'est pas inerte. Elle est attirée par les ganglions et vous avez une réaction immune inflammatoire. C'est ça le problème. C'est dans mon cas, j'ai eu une réaction immune inflammatoire. Il faut se précipiter pour retirer les prothèses. Plus vous les gardez, plus vous engendrez la réaction immune. Quel conseil donneriez-vous aux autres femmes qui ont eu des implants mammaires? De bien se faire suivre, d'être à l'écoute de leur corps, de ne pas faire de mammographie, malheureusement pour le cancer du sein, c'est nécessaire, d'aller voir leur médecin, de faire une prise de sang auto-immune avant la pose des prothèses, et si elles en ont, après, pour bien suivre l'immunité, d'être à l'écoute de leur corps. Ça, c'est le plus important. C'est pas simple. Vous connaissiez cette maladie, enfin ce syndrome ASIA, non? Non, j'avais suivi le scandale PIP et le problème des organismes de certification qui avaient mal fait leur travail. Aujourd'hui, vous avez sur le marché, pour des raisons lucratives, en fait, c'est toujours pareil, hein, c'est des gens qui pensent que gagner de l'argent, c'est plus important que la santé des êtres humains et singulièrement des femmes. Et l'État ne fait pas attention avec ces organismes de certification qui sont des organismes privés, c'est des entreprises capitalistes, en fait. Et il y a un moment donné où la recherche du profit devient incompatible avec l'intérêt général et la préservation de la santé, parce que la solution, c'est quand même que certaines personnes ne mettent pas du tout d'implant, même si c'est un bon business. J'ajoute qu'il y a un système de corruption. Vous avez des chirurgiens qui touchent de l'argent pour choisir tel produit plutôt qu'un autre. Il y en a certains qui... Nicolas, un mot? Moi, je suis scandalisé du secteur de la santé en France. Il n'y a aucun vrai contrôle de l'État, vraie expertise. C'est pourri jusqu'à la moelle. Et on a un vrai problème. Regardez la polémique sur les 11 vaccins. Je suis pour la vaccination. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il ne faut pas vacciner. Mais vacciner un bébé pour l'hépatite B n'a aucun sens. Et on le sait. Et ça a été décidé. Donc l'influence des laboratoires pharmaceutiques sur les gouvernements est surréaliste dans notre pays. Il faut une expertise indépendante et éviter les lobbies et la corruption. Très bien. Bon. J'ai juste une dernière question de femme à vous poser. À quoi ressemble votre poitrine aujourd'hui? Et surtout, est-ce que vous arrivez à avoir une vie sexuelle épanouie malgré tout? J'ai eu la chance de rencontrer un charmant chéri qui m'accompagne, qui me suit, ça c'est merveilleux, qui me comprend, c'est pas toujours évident. On est mutilés. C'est simple, on est totalement mutilés, couverts de cicatrices. Faut savoir que j'en ai partout, c'est-à-dire en dessous, sur les tétons, partout. On est mutilés partout. J'en ai une nouvelle ici. On est mutilés. C'est vraiment une mutilation et on finit en invalidité. La plupart des femmes comme moi finissent en invalidité. Dans tous les cas, ce soir, voilà, il y a quand même un certain nombre de gens qui vous regardent. Je crois que c'est courageux de la part de Voilà, et important que vous le disiez devant les caméras, vraiment. Pour Nicolas Dupont-Aignan, donc maintenant, vous avez vu les 6 unes des 6 mercenaires, donc vous êtes devant votre kiosque, regardez, et là vous allez nous dire le journal ou le magazine que vous achèteriez. Regardez bien. Peut-être la une de Natacha Polony, parce qu'elle anticipe un des problèmes majeurs des 20 prochaines années. Comment concilier la science et l'humanité, quoi.
Parce qu'il n'y a pas une réponse, c'est un peu facile de dire c'est tout l'un ou tout l'autre, c'est pas vrai. Quand on voit qu'on va pouvoir soigner aussi des maladies et que la science peut être utile, donc comment on la contrôle, c'est toujours pareil. Toujours la même question. C'est un problème d'autorité, d'éthique, de contrôle, d'éthique, du rôle de l'État, d'indépendance. Donc voilà, c'est cette une que je choisis. François, merci pour votre témoignage. Voilà, c'était les unes de la semaine. On se retrouve après la pub avec les terriens du dimanche, l'émission qui vous permet de vous faire votre opinion. À tout de suite. Go down. Bonsoir les terriens du dimanche, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Ce soir, dans les terriens du dimanche, Nicolas Dupont-Aignan est notre premier invité. Gilets jaunes, où trouver l'argent pour éviter le pire, c'est la battle de la semaine. Puis on changera de disque avec Philippe Manœuvre. On parlera sexe, drogue et rock'n'roll avec la star des rock critiques et aussi bien sûr les terriens de Tanguy Pastureau. Ce soir, face à Nicolas Dupont-Aignan, les 6 mercenaires, la grande rousse avec une veste noire, Natacha Polony. Che Guevara, Raquel Garrido. Elle est à la mode et elle taille des costards, Monia Cachemire. Tête à claque, tête de mule, mais surtout tête bien faite, Franz-Olivier Gisbert. L'avocat qui se défend très bien lui-même, Gilles-William Goldnadel. La belle gueule qui compte pas la fermer, Pierre Licia. Et notre premier invité, c'est le député et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Je rappelle votre slogan, Nicolas Dupont-Aignan, la France cocorico. Et vous avez aussi un fanfare. Et maintenant, c'est l'heure de la battle. Battle de ce soir, Gilets jaunes, où trouver l'argent pour éviter le pire, avec Aurélien Taché. Courageux, Aurélien Taché, quand des députés, La République En Marche, viennent sur ce plateau, j'ai beaucoup de compassion pour eux. C'est gentil, Thierry. Bienvenue parmi nous, mais d'abord, l'édito de Blacko, Serge. Les Gilets jaunes expriment un sentiment partagé par la grande majorité des Français, le ras-le-bol fiscal. Ils nous prennent tout, ils nous veulent tout. Tout le temps payé, c'est pas possible. Les gens, ils veulent une amélioration de leurs conditions sociales. On est surtaxé, c'est même plus taxé, c'est surtaxé. La semaine dernière, Le Monde a publié une enquête selon laquelle 7 Français sur 10 trouvent que les impôts sont excessifs, injustes et mal utilisés. Quand 67% des Français ont le sentiment de payer trop d'impôts, même le ministre des Comptes publics n'ose pas leur donner tort. Il est vrai qu'il y a peut-être trop d'impôts en France. Chaque année, l'État ponctionne plus de 45% des richesses produites par les Français. Un record. Aujourd'hui, nous sommes le pays qui a le plus d'impôts et le plus de dépenses publiques. Le problème, c'est que 8 Français sur 10 trouvent que l'argent public est mal utilisé. Aujourd'hui, nous commençons ce journal par la destruction de morceaux d'autoroute qui n'a jamais vu le moindre automobiliste. Faut dire que depuis 40 ans, l'État a dépensé des milliards pour régler le problème du chômage. Sans y parvenir... Agence nationale pour l'emploi, la plus grande entreprise au service de l'emploi. Il a aussi dépensé des milliards pour régler le problème des banlieues, sans plus de résultats. Et en plus, le budget est mal géré puisque les dépenses de l'État excèdent ses recettes et donc la France doit vivre à crédit. Les Gilets jaunes en ont ras-le-bol. Mais où trouver le fric pour éteindre l'incendie? Pas facile, car si tous les manifestants portent le même gilet jaune, ils ne partagent pas les mêmes convictions. Pour les insoumis, comme François Ruffin, l'impôt doit être au service de la justice sociale. Il exige donc que le gouvernement rétablisse l'ISF. C'est toute la France qui aujourd'hui, dans la rue ou dans les sondages, vous le répète,
Rendez l'ISF d'abord! Rendez l'ISF d'abord! Pour Nicolas Dupont-Aignan, c'est l'immigration qui coûte trop cher. J'ai dit que ça coûtait 4 milliards d'euros l'accueil des migrants. Est-ce qu'on peut en permanence augmenter les impôts des Français pour financer un accueil de migrants qui n'est pas géré? En revanche, pour Wauquiez, c'est en supprimant 400 000 emplois dans la fonction publique que l'État pourrait faire 10 milliards d'économies. Le problème des politiques en France, c'est que depuis bien des années, on ne fait pas d'économie sur la dépense publique et du coup on prend dans la poche des Français, ce qui se passe aujourd'hui. Quant à Marine Le Pen, comme Salvini, elle veut laisser filer le déficit au-delà de la limite des 3% du PIB fixée par Bruxelles. Les Européens ne seront pas les esclaves du monde inhumain vers lequel vous voulez nous entraîner. Bref, si tout le monde est d'accord pour dire que les Français payent trop d'impôts, en revanche, quand il faut se mettre d'accord sur la meilleure manière de baisser les impôts, là, ça devient plus compliqué. Voilà, c'était l'édito de Blacko. Alors on va prendre les points un par un. Tout le monde peut évidemment participer. Où trouver l'argent? Faut-il rétablir l'ISF? Il faut rétablir un ISF, car ce qui s'est fait est scandaleux. 5 milliards qui ont été vers mais même pas les riches, les ultra-riches, sans aucun ruissellement. Moi, j'avais proposé une mesure très simple. Ceux qui payaient l'ISF étaient exonérés de ce paiement s'ils investissaient l'argent sur les entreprises françaises, les PME. C'est ce qui se faisait sur une partie de l'ISF. Absolument. Et j'avais proposé de le mettre à 100% pour que l'argent des riches s'investisse dans le pays. Et ça serait passé comme une lettre à la poste parce que les Français auraient vu l'argent des très riches développer l'emploi dans leur pays. Aurélien, pourquoi ne pas rétablir l'ISF? D'abord parce que ça faisait partie des engagements qu'on avait pris pendant la campagne. On ne l'a pas supprimé, l'ISF. Moi, je n'ai pas voté la suppression de l'ISF. On l'a modifié. On a dit on taxera ce qui n'est pas investi, donc l'immobilier. Et là, j'ai un de mes collègues, Bruno Bonnel, qui est un député de la majorité, qui vient de dire est-ce qu'on peut quand même regarder, c'est peut-être un peu tôt, mais est-ce qu'on peut quand même regarder si l'argent qui n'est pas donc sur l'immobilier, qui a été finalement détaxé, est bien réinvesti dans l'emploi? Parce que c'est ça le sujet. Une des principales promesses d'Emmanuel Macron, c'était quoi? C'était de moderniser le pays. Alors on y reviendra, il y a plusieurs volets à ça, mais notamment l'économie. Parce que si vous n'avez pas de création d'emplois dans ce pays, si vous avez un chômage à 10%, on ne s'en sort pas. Et ce qu'on voit dans la rue aujourd'hui, on peut discuter des solutions. Moi, à ce stade, je pense qu'il faut même en écarter aucune. En tout cas, nous, c'est notre pari. Baisser les charges pour les entreprises, baisser la fiscalité pour les entreprises, faire en sorte qu'il y ait d'investissements en France. Et aujourd'hui, l'attractivité des investissements reviennent en France. On peut considérer que l'ISF est un impôt qui faisait fuir les investisseurs, peut-être. Dans ces cas-là, on peut inventer un impôt sur le revenu très progressif avec une nouvelle tranche. Mais vous n'avez pas fléché. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous n'avez fait en sorte que cet argent que vous libériez aille vers la France et soit réinvesti en France. C'est au bon vouloir des plus riches, donc évidemment, ils ne réinvestissent pas. Deuxième chose, vous parlez de recréer de l'emploi, mais si on n'a pas de politique industrielle, si on ne protège pas les filières, c'est-à-dire les filières industrielles, les filières agricoles, pour éviter qu'elles soient mises en concurrence avec des gens qui n'ont pas les mêmes règles fiscales, les mêmes règles sociales, les mêmes règles environnementales, mais de toute façon, vous détruisez de l'emploi, vous n'en recréez pas. Évidemment que c'est la clé, recréer de l'emploi, mais pour ça, il faut inventer une forme de protectionnisme européen, une protection des emplois et des industries. Vous avez fait pire. Vous avez fait pire. Vous avez supprimé l'equity tax, qui était une taxe que Sarkozy avait mise pour éviter l'évasion fiscale. Vous l'avez amendée. C'est-à-dire que vous avez non seulement favorisé des gens qui investissent ailleurs, et vous avez envoyé un signal en disant vous pouvez faire l'évasion fiscale. On écoute Franck-Olivier Gisbert. C'est ahurissant. Franck. Alors, moi, le débat, je suis désolé de vous le dire, sur l'ISF, ça me paraît un débat un peu politicien parce que c'est pas le sujet. Ça concerne 4 milliards. Ce n'est que 4 milliards. C'est la hausse des carburants. Ah oui, d'accord. Mais il y a tellement de problèmes dans ce pays. On sait très bien. Nous avons un taux de chômage dingue. Il suffit de regarder à l'extérieur. C'est un vrai sujet, il faut le traiter, mais c'est pas là qu'est l'argent. Il y a 108 milliards, l'absentéisme, c'est ce que ça coûte à la France. Il y a un fromage, toujours la même chose, la formation professionnelle. Ça fait, je sais pas, depuis que je suis journaliste, j'entends parler de ça. Personne ne s'en occupe. C'est 38 milliards. 38 milliards. Et vous ne parlez pas. Une petite quarantaine de milliards. Et là, on ne parle. Le débat politique aujourd'hui, ça va être que impôt sur la fortune. Je serai peut-être le seul à le dire ici, mais il faut quand même pas l'oublier. L'Allemagne l'a supprimé, le Japon l'a supprimé, tout le monde. L'Italie l'a supprimé. L'Espagne. Il y a bien une raison. Franck, très bien, on vous a entendu. Aurélien, quand même. Non mais
on vit pas dans un monde clos. Donc moi, je veux bien toutes les solutions protectionnistes et autres, mais l'emploi, c'est aussi des entreprises étrangères, c'est aussi des investisseurs qui pourront venir en créer en France, et c'est ça qu'on essaye de faire. Donc effectivement, il y a des signaux. Il y a des signaux à renvoyer. Mais d'abord, l'emploi des Français. D'abord, l'emploi des Français. Et donc, effectivement, ce signal de l'ISF, ça pouvait être, parmi d'autres éléments de notre politique, un des moyens de dire, venez investir en France. Oui, oui. Il y a une fiscalité qui va évoluer dans le bon sens pour que vous y créiez de l'emploi. Et donc, c'est ça qu'on essaie de faire. Si tout le reste allait bien, Aurélien, si tout marchait bien, les gens accepteraient à la limite l'ISF, mais il y a plein de problèmes. Alors, Raquel. Oui, moi j'ai entendu, quand j'étais samedi à l'Arc de Triomphe sur les Champs-Élysées, des Gilets jaunes demander la suppression de l'ISF. Ça, oui, ça, on sait, bien oui. sûr, c'est 4 milliards d'euros donnés à une poignée de personnes. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est une notion de minorité versus majorité. Et c'est là où le bas blesse, si vous voulez. Et c'est là où on voit que l'impôt est une question, au fond, de souveraineté et de démocratie. Dans la Déclaration des droits de l'homme, vous avez les articles 13 et 14 qui commandent que c'est le peuple qui décide de son impôt. Il y a une notion de consentement à l'impôt. C'est nous, le peuple, qui devons décider de l'assiette et de la quotité. Nous ne sommes pas d'accord, nous, la majorité des Français, pour que 4 milliards d'euros soient donnés à une poignée d'ultra-riches, tandis qu'on prenne les mêmes 4 milliards d'euros sur la taxe des carburants. Donc évidemment que les Gilets jaunes, le mouvement serait satisfait de cette remise en place de l'ISF. Alors maintenant, on cherche le pognon. Hein. Le débat, c'est où est-ce qu'on va trouver le pognon pour éviter le pire. Donc, les migrants. Je dis très simplement que la France est un pays qui a accueilli, qui est accueillant, mais que c'est le seul pays qui donne autant à des clandestins, qui fait qu'aujourd'hui, on augmente les impôts des classes populaires et des classes moyennes, qu'ils soient d'ailleurs français ou étrangers en situation régulière, et cela ne me pose aucun problème, mais qu'en revanche, les crédits pour les migrants sont les crédits dans le budget de l'État qui ont augmenté le plus fortement possible. Moi, j'ai dans ma circonscription, en banlieue parisienne, des Français ou des étrangers en situation régulière qui respectent nos lois, qui sont intégrés, assimilés, qui demandent des logements depuis des années, qui voient passer devant eux des gens qui sont fraîchement arrivés, qui ont violé la loi de la République. Point. Et cette préférence étrangère est insupportable pour ceux qui ont vécu de leur travail. Il y avait sur un barrage à Arles une petite dame qui m'a dit « J'ai 900 € de retraite. 900 €. J'ai travaillé 43 ans. J'ai commencé à 16 ans. Et dans mon immeuble, il y a des gens très gentils qui sont arrivés de l'étranger. Leurs vieux parents sont arrivés. Au bout de 10 ans, ils touchent 600 € par mois. Est-ce que c'est normal? Ils n'ont jamais cotisé en France. Donc, oui, on est une nation ouverte, mais on a quand même le droit de savoir où va notre argent. Oui, il y a 17 milliards d'euros pour l'accueil général de la migration. On peut en enlever, allez, 2, 3, 4 milliards. Si vous ajoutez aux 3, 4 milliards de l'ISF, si vous ajoutez aux intérêts des banques, 40 milliards d'intérêts des banques alors qu'on devrait emprunter à la Banque centrale sans payer d'intérêt, si vous ajoutez les 9 milliards nets qu'on donne à l'Union européenne, mais là, tout cet argent, ça fait beaucoup. On a compris. Ça fait des dizaines. Un mot chacun, là. Très succinctement, très rapidement. Moi, je trouve qu'en fait, ce débat sur le coût de l'immigration est tout aussi démagogique que le débat sur l'ISF que vous avez dénoncé tout à l'heure. C'est-à-dire que je ne pense pas que le problème des Gilets jaunes aujourd'hui puisse trouver une solution uniquement dans la question migratoire. J'ai pas dit uniquement. Non, mais bah si, c'est non, essentiellement. J'ai pas dit uniquement. Non, mais c'est. J'ai dit qu'on cherche. Allez, on cherche 15 milliards. Eh ben les 15 milliards, je vous les trouve demain matin. Non, mais c'est pas les mêmes choix. Et c'est la démocratie d'ailleurs. Ils défendent d'autres choix. Ce qui me fait rire dans votre discours, c'est que vous utilisez l'argument du migrant comme un épouvantail. Je suis désolée, mais les Gilets jaunes, depuis 10 jours, ils s'en foutent des problèmes des migrants. Le problème, je suis désolée, leur problème, c'est le pouvoir d'achat. Et des partis comme le vôtre utilisent l'argument du migrant juste pour créer une frustration chez eux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste vivre tranquillement, dignement, avoir un frigo plein et mais vous les prenez les Gilets jaunes pour des débiles, célébrer Noël sans avoir besoin de consacrer un crédit à la non, c'est incroyable. Force est de reconnaître que depuis qu'il y a l'histoire des Gilets jaunes, les musulmans, ça leur fait des vacances. Mais bien sûr, parce qu'avant les Gilets jaunes, on nous mettait une tête comme ça. Là, plus personne n'en parle. Attendez, non, mais attendez, juste, arrêtez de prendre les Gilets jaunes pour des gens qui pensent qu'à leur pouvoir d'achat comme ça. La cause, si je peux finir, est-ce que je peux finir ma phrase? Oui, bien sûr. Ce sera la dernière. Mais ce sont des citoyens, ils réfléchissent, ils voient très bien où va l'argent public. Aux plus riches, qu'il n'y a pas de taxe sur les transactions financières. Ils voient très bien que le voisin d'à côté qui vient d'arriver, il a un logement alors qu'eux, on leur refuse le logement. C'est pas leur souci numéro un. Ils le voient très bien. C'est pas le souci numéro un. Ils voient très bien l'argent qui est dépensé dans nos hôpitaux. Non, attends, Aurélien Taché,
Alors, sur ce sujet des migrants, là, je pense vraiment qu'on voit très bien pourquoi Nicolas Dupont-Aignan, vous ne serez jamais crédible pour prétendre défendre les gens qui souffrent dans ce pays, parce que tant que vous vous en prendrez à ceux qui souffrent encore plus, ça ne marchera pas. Mais je m'en prends pas. Laissez-moi vous répondre. Les migrants, aujourd'hui, effectivement, il y a un peu plus de budget sur la demande d'asile, parce qu'il a échappé à personne que depuis 2015, il y avait un peu plus de demandeurs d'asile, donc le budget est en légère augmentation pour payer quoi? Pour éviter que les gens qui viennent demander l'asile en France soient dans la rue. Et vous savez quoi? Regardez les directives du peuple envoyées par les Gilets jaunes. Bien accueillir les demandeurs d'asile. C'est dommage, vous êtes complètement à côté de la plaque. Et tout ce que vous dites ensuite sur les 17 milliards d'euros, vous savez où il passe l'argent pour l'immigration? Il passe dans des expulsions qui coûtent très cher et qui ne marchent pas. C'est ce qui coûte le plus cher, c'est de renvoyer quelqu'un. C'est pas de l'accueillir dans de bonnes conditions. Ah ben voilà, mais sauf qu'après, il y a deux façons de voir les choses. Soit effectivement, on est pour un monde fermé. Vous êtes pour les accueillir. Comme vous sur l'économie, où on dit effectivement, faut pas d'investisseurs étrangers, faut que des entreprises françaises, faut faire que du franco-français. Ou on est pour un monde ouvert, effectivement. On veut bien faire venir des investisseurs. On veut bien que des travailleurs viennent d'ailleurs quand ça peut aider. Il y a des secteurs où on trouve personne. À 6 millions de chômeurs, on trouve personne. Il y a des gens qui peuvent venir le faire. Nous, c'est le modèle de société qu'on défend et on en est fiers. Donc votre économie, c'est d'arrêter les expulsions, si j'ai bien compris. C'est là où vous trouvez l'argent. Je dis simplement que si vous êtes cohérent avec vous-même sur le budget d'immigration, c'est les expulsions qui coûtent le plus cher. Soyons précis, parce que c'est des choses graves. Je n'ai jamais remis en cause le droit d'asile. Je dis simplement que 80% des demandeurs d'asile qui ont vu leur demande refusée et qui ne sont pas expulsés sont ensuite, parce que la loi n'est pas appliquée, la loi républicaine, sont à la charge de la collectivité. Je dis que c'est des fuites financières. Vous plaisantez? Attention, on est sans papier, on a le droit à rien. Mais c'est vrai, ils ont même une carte de PVR. Il faut avoir un carte de PVR. Nicolas, Gisbert, un mot. Ce qui me choque depuis le début sur cette affaire, c'est toujours la recherche du bouc émissaire. Vous avez d'abord, ça va sur le riche, c'est le début de l'émission, c'est les riches. Donc on va faire payer les riches. 4 milliards. La TICPE, là, c'est quoi? C'est 14 milliards. Mais c'est pas grave, on va régler le problème comme ça. On se fout du monde, parce qu'il faudra trouver de l'argent encore. Il faut en trouver et après, maintenant, c'est la faute des migrants. Vous savez très bien que le vrai problème, c'est de tout reprendre à zéro. La situation était comme ça avant. C'est-à-dire que ce pays n'est pas géré depuis des décennies. Et chaque année, vous travaillez 205 jours sur 365 pour payer les dépenses publiques. Enfin, c'est absurde. C'est absurde. On travaille tous pour l'État. C'est la plus mauvaise gestion du monde. Avec les impôts les plus élevés. C'est les impôts les plus élevés avec de la marque. Mais c'est mal géré. Il faut prendre le problème global. Ouais, bien sûr. Arrêtez de chercher des boucs émissaires, parce que après, qui ça va être après? On va parler des Arabes, on va parler des Juifs, on va parler de... Ça suffit les boucs émissaires. On passe à l'évasion fiscale. Nicolas? J'ai écrit un livre là-dessus, Les voleurs de la République. Il y a 80 milliards par an. Il y a la fraude à la TVA. La fraude à la TVA, c'est 20 milliards par an. C'est une escroquerie, c'est pas simplement de l'évasion comme ça. C'est l'escroquerie de bandes organisées. Des pays comme la Belgique, des pays comme l'Angleterre, des pays comme l'Allemagne ont réussi. J'ai fait un rapport on sait, mais dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des mesures. On les met en tôle, les mecs, pour longtemps. Mais bien sûr, beaucoup plus fermement. Non, Nicolas, je veux bien tout entendre. Mais m'expliquer qu'en France, ce qui est maltraité, c'est la fraude et la TVA. Non, Nicolas. Si. Non, Nicolas. Pardon de te le dire. Dans le désert complet judiciaire français, il n'y a qu'une seule chose qui marche pas trop mal. C'est justement la répression des juges. C'est là où l'État est le plus rapide. C'est là où l'État est le plus répressif. Mais ne me dis pas non. J'ai vécu aux États-Unis. Tu fais la fraude fiscale, t'as les flics le matin à 6h et tu pars avec les bracelets. Mais c'est peut-être ça qu'il faudrait faire. Natacha Polony. Je suis pour une véritable Union européenne. Je pense qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. On doit s'allier avec d'autres pays. Bravo. Mais j'aimerais savoir si on est obligé de s'allier avec les Pays-Bas, qui sont un paradis fiscal, Bravo. Avec le Luxembourg, qui est un paradis fiscal, avec l'Irlande, qui est un paradis fiscal. Tant qu'on fait partir de l'argent dans des processus où des multinationales peuvent jouer au bon taux avec leurs impôts, ça ne marchera pas. Moi, je pense effectivement qu'on a besoin d'Europe sur la question de la fiscalité. Je pense même qu'il faut aller sur des règles beaucoup plus européennes en matière de fiscalité et qu'il faut aussi en finir avec cette Europe complètement déconnectée qui était celle de Juncker. Les élections européennes seront là pour poser ce débat-là. Et on a déjà posé un certain nombre d'actes, nous, tout de suite, sur la question de la justice. Il y avait ce fameux verrou de Bercy. 30 ans que toutes les majorités disent qu'il faut arrêter que ce soit le ministère des Finances qui juge les fraudes, les gros fraudeurs au fisc. On a mis fin au verrou de Bercy au Parlement dernièrement. Donc Macron, président des riches, en tout cas, voilà, Macron qui, lui, s'attaque à la fraude fiscale pour de vrai. Et ça, c'est une vraie solution pour qu'enfin, ce soit devant les juges que les fraudeurs soient jugés et plus uniquement par les inspecteurs. 80 milliards par an, c'est beaucoup d'argent. On est toujours en train de chercher du pognon pour éviter le pire. Doit-on taxer les GAFA? Parce que c'est vrai que aujourd'hui, si vous voulez, c'est plus facile de taxer ma mère que Zuckerberg.
Parce que Zuckerberg, il faut être courageux pour lui piquer du pognon, alors que ma mère, la pauvre, elle dit rien. Voilà. Eh bien, très simplement, on met en place une taxe sur les GAFA. Je vois que le président de la République, le ministre Le Maire, on dit on va le faire, mais l'Allemagne a dit stop et a dit non. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas un bras de fer avec l'Allemagne, c'est-à-dire une renégociation des traités en disant la France ne joue plus, la France n'accepte plus les travailleurs détachés, la France ne donne plus 9 milliards nets, c'est-à-dire chaque année on donne 9 milliards de plus qu'on reçoit. Ça sert à quoi l'Europe? Ah bah oui, mais c'est nous qui payons. Mais si ça nous coûte 9 milliards par an. Mais c'est pour en faire quelque chose. Les Français sont assez riches pour être le deuxième contributeur, c'est-à-dire donner 9 milliards nets. Ça sera toute l'augmentation des carburants à l'Union européenne. Ben moi, je préconise qu'on reprenne les 3/4 de cet argent et qu'on le donne à nos retraités que vous avez spoliés. Et là, je vais vous dire, ça sera le programme des Européens. Alors, attendez. Aurélien, Google, Amazon, Facebook, etc., comment on peut leur piquer le pognon? Parce que les mecs, ils le renvoient en Amérique. Non, mais bien sûr qu'il faut une taxe sur les GAFA. C'est une position que la France défend. C'est une position que Emmanuel Macron et Bruno Le Maire défendent. Oui, d'accord. Après, il faut quand même qu'on arrive. Par définition, c'est une taxe qui serait prise au niveau européen. Donc, il faut quand même qu'on arrive à se mettre d'accord. Donc, pourquoi pas engager si c'est au niveau européen, on n'y arrivera jamais. Mais pourquoi pas engager un bras de fer avec l'Allemagne là-dessus? Moi, je veux bien. Il y a plein de choses à discuter avec l'Allemagne en ce moment. Ils ont fait un certain nombre de propositions. Ils ont fait un certain nombre de propositions, les Allemands, par exemple, pour dire on ira avec vous sur ces sujets-là et sur le budget de la zone euro. Si, par exemple, la France laisse son siège au Conseil de sécurité de l'Union européenne, moi je suis totalement pour. Moi je suis pour qu'on transfère la souveraineté de la France au niveau européen. Je suis pour qu'on augmente le budget de l'Union européenne. Vous allez abandonner le siège de l'ONU? Si M. Macron abandonne ce siège, ça veut dire qu'il veut changer apparemment Macron. Il dépossède le pays. C'est quand même dingue. C'est une souveraineté européenne. Non, il ne construit rien du tout, il donne les clés à l'Allemagne. On parle de souveraineté fiscale, on parle d'un droit fondamental de nous les citoyens de décider de notre impôt. Et vous, ce que vous trouvez, c'est que pour avoir le droit de gagner un petit peu de souveraineté fiscale, on doit abandonner notre souveraineté militaire et politique au plan international. Donc en fait, on est perdant. Quoi qu'il arrive, on est perdant avec vous. Si vous voulez. Mais non, vous voulez ce qui vous arrange. Vous voulez que la France obtienne ce qui l'arrange et qu'elle ne donne rien en échange. C'est pas ça le jeu européen. Mais on n'a plus rien à donner, monsieur Taché. On n'a plus rien à donner, c'est ça que vous comprenez pas. Natacha. Vous êtes en train de nous expliquer qu'on va construire cette souveraineté en disant aux Allemands on va aller encore plus loin dans votre politique d'orthodoxie budgétaire coincée. Pour vous faire plaisir, on va vous donner notre souveraineté militaire. Et en échange, on aura peut-être le droit d'avancer un tout petit peu. C'est-à-dire que vous allez abandonner la seule chose qui reste, notamment à la France, qui est le fait que, depuis des décennies, elle est le seul pays qui investit dans la défense. Oui. Mais cet investissement dans la défense, il aurait dû être sorti des 3% du budget. Parce que nous œuvrons pour le reste de l'Europe. Oui, c'est ça, on fait la guerre à la place des Allemands. Voilà. Bah oui. On fait la guerre à la place des Allemands. Du coup, on paye, nous, pour avoir une armée, ça coûte très cher, qui se tiennent à peu près pour avoir un minimum d'indépendance, et vous êtes en train de nous dire, en plus, on va se défaire de ça. Donc il nous reste quoi? Rien pour décider de notre destin. Parce qu'on a mal géré. La souveraineté, ça veut dire de décider de son destin. Nous devons le faire ensemble. Un mot, Pierrot. Un mot, Lucia. Merci Natacha. C'est une question, parce que vous avez dit, Aurélien Taché, quelque chose qui m'a fait réagir et qui revient un peu sur ce que vient de dire Natacha à l'instant. Vous êtes favorable, vous, à ce que la France perde un peu sa souveraineté pour céder sa souveraineté à l'Union européenne. Oui. J'imagine que c'est pareil pour la bombe nucléaire, pour la défense européenne. Ma question, elle est simple. Est-ce que vous êtes député LREM aujourd'hui, est-ce que c'est une position d'En Marche, d'Emmanuel Macron aujourd'hui en vue des élections européennes, ou est-ce que c'est une position personnelle? Alors, le fait de transférer une grande partie de la souveraineté nationale au niveau européen, c'est le cœur de ce qu'on proposera aux élections européennes. Ça, c'est très clair. Après, vous répondre sur le Conseil de sécurité, moi j'ai dit que je trouverais que c'est une bonne idée. Le président de la République, lui, s'est pas encore exprimé là-dessus. Donc voilà. Très clair. William? Moi, je vais vous dire quelque chose. Votre rêve, c'est mon cauchemar. L'Europe, ça ne marche pas parce que ça n'existe pas. Je ne sais pas ce que c'est qu'un peuple européen. Vous avez un peuple français, vous avez un peuple allemand, vous avez des peuples... Victor Hugo. Si ça n'était pas... C'est quoi le peuple français? Même... Expliquez-moi. Expliquez-moi alors ça, c'est intéressant. Expliquez-moi, ça m'intéresse. Vous savez pourquoi les millions de Français qui sont morts pour leur pays, ça n'existe pas? Mais vous savez, mais ça, c'est la bonne question. Alors, maintenant, dernière chose, on est là pour trouver du pognon. Est-ce qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires? Je ne crois pas que ce soit l'enjeu. Il faut les faire fonctionner. En France, le pays où il y a 7 millions de fonctionnaires. Attendez. Je pense qu'il faut déjà ne pas les augmenter, qu'il y a certains domaines où il faut les réduire et qu'il faut les augmenter dans d'autres. C'est-à-dire qu'il faut réduire certains points pour augmenter les infirmières, les médecins, les policiers, les gendarmes. Mais je peux vous dire
qu'il y a tellement plus d'argent à prendre. Il ne faut pas les augmenter, bien sûr, mais il faut augmenter la création de richesse dans le pays. Ça veut dire baisser les charges sur les PME qui produisent en France. Regardez-nous, il n'y en a pas un autour de cette table qui gagne moins de 2 000 €. Depuis tout à l'heure, on parle de pouvoir d'achat, on parle de ceux qui gagnent le SMIC, de ceux qui gagnent moins. On parle d'eux, sans eux. Eux, ils nous regardent, ceux qui galèrent. Ils sont dans le public. La fracture sociale, elle est là. J'imagine combien de gens, levez la main, le nombre de gens qui galèrent, qui gagnent le SMIC et qui galèrent, qui ont peur de Noël, qui conduisent 1 heure avant d'y aller, on leur donne pas la parole. Il y en a pas un qui veut venir, qui veut nous parler de ça, parce que là, on est entre bourgeois, entre intello, on a fait Sciences Po. Excusez-moi, madame, on n'est pas tous pareils. Je suis désolée, là, on compare ça à mai 68, mais c'est la révolution. Oui. C'est la révolution du tiers-État. Oui. C'est la révolution de ceux qui... Enfin, attendez, qui veut venir vous parler de trompez, ça. madame. Alors, vous allez répondre à quelque chose. Il faut redonner la parole aux Français. c'est ça. Les 3 mois qui vont venir de concertation où on veut vraiment redonner la parole aux Français, c'est exactement à ça que ça doit servir. Aurélien, Mais je peux vous donner Non, Aurélien, je vais vous donner un conseil. L'idée des 3 mois, honnêtement, dites-lui à Macron, les gens, leur problème, c'est les cadeaux qu'ils vont faire au môme à Noël. Oui, c'est si ça. vous leur dites on en parle pendant les 3 mois qui viennent, vous allez foutre vraiment le Bronx dans le pays, hein, je vous le dis. Moi. Parce que s'ils n'ont pas de quoi offrir des cadeaux à leurs enfants, les gens vont être fous furieux. Non mais il y a des sujets à court terme, Thierry, il y a des sujets là, effectivement, pour la fin du mois, pour Noël, je suis d'accord avec vous. Mais il y a aussi un sujet plus global qui est comment on fait pour vraiment redonner la parole aux Français dans ce pays. Il y avait cette promesse aussi dans le programme d'Emmanuel Macron, moderniser le pays, mais avec les Français. Oui, mais démocratiser le pays. Et aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui On a dû attendre les gilets jaunes pour qu'aujourd'hui, à la télé, on se rend compte qu'il y a des routiers, qu'il y a des infirmières. Avant, on se battait pour la discrimination positive, pour avoir des Noirs et des Arabes à la télé. En fait, on a oublié qu'il y avait des agriculteurs, il y avait des gens pauvres. Oui. Et ce mouvement-là, il a permis une chose, il a permis de ne plus avoir honte d'être pauvre, d'avoir ce coming out. Aujourd'hui, les gens à la télé, ils vous regardent et vous disent « Ouais, je gagne 950 € et je galère ». Avant, ils avaient honte. Avant, ils étaient obligés de bien s'habiller parce qu'on donne un job aux riches, on ne prête qu'aux riches, et c'est comme ça. Je suis d'accord. Voilà, c'était la battle. Alors, mercredi dernier, des mototaxis ont lancé une grande opération pour aider des migrants. Pierre Licia, notre reporter tout-terrain, s'est mis en selle. Magnéto Serge. Jessie, là, vous êtes une quarantaine de mototaxis. Ouais, Qu'est-ce que vous venez faire ce soir? On s'est dit, on va faire une opération où on va tous acheter des fruits, des produits de première nécessité et des duvets. Voilà, on est concernés. Ces gens, on les croise tous les jours quand on va aux aéroports. Il y a des enfants qui dorment par terre et ça, c'est pas possible. Frère, il faut 2 mètres entre le camion et c'est personne devant le camion. 2 mètres, sinon c'est mort. Il est là, Regardez les enfants en bas âge. On est avec les enfants, vraiment on souffre. Voilà. Tous les jours, on est obligé de venir ici pour venir prendre la nourriture pour les enfants. C'est pas facile. Et vous venez de quel pays, du coup? On vient de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire? Oui. Votre fille allait être excisée, c'est ça? Oui, par la poste. Et donc vous avez quitté le pays? Oui, on a quitté le pays. Where you come from? I'm from Nigeria. Nigeria, and you crossed the sea? Yes, Mediterranean. You are asking for the children to go at school? For school and for the medical Because are they sick or are they... Yes, this one was just the start from hospital. My baby, she cannot eat any longer because of too much of cold. And today we find ourselves back here. We are begging the government to help us so that all the babies should have a place to stay. C'est bon les femmes et les enfants? Women and children is okay? On a vu beaucoup de familles avec beaucoup d'enfants ici. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que vous en voyez régulièrement? Oui. Oui, tout le temps. Hein. C'est inadmissible. On est au XXIe siècle. On ne peut même pas loger des familles avec des enfants. C'est quand même... Qu'on ne loge pas des hommes, bon, ben, tant pis, ils se débrouillent. Mais des familles avec des enfants, moi, je trouve ça dramatique. Alors, c'est vrai qu'on leur a fait croire que c'était l'Eldorado. Mais maintenant, ils sont là. Il faut qu'on les accueille. Et qu'on les accueille dignement quand même. Et ça va être de pire en pire. Parce que pour le moment, on est dans les réfugiés des pays, mais on va être dans les réfugiés climatiques dans quelques temps. Ça va pas être triste, ça. Pierre Licia. C'est très difficile de rester insensible à ces images-là. Il y a des associations, des gens qui leur viennent en aide. Là, on a vu l'association Solidarité et Partage Jouy-le-Moutier qui
distribue 2 fois par semaine 600 repas par soir. C'est une association qui ne vit que de dons. Une soirée comme ça, c'est 700 € à peu près de budget pour une distribution alimentaire. Il y a également les mototaxis qui ont pris sur leur temps de travail pour venir filer un coup de main. Ils ont créé une cagnotte en ligne qu'on peut soutenir. L'adresse s'affiche sur votre écran. Nicolas Dupont-Aignan, je suis certain, vous avez des enfants, je suis certain que vous n'êtes pas resté insensible à ces images-là. Vous savez, j'ai passé la soirée avec ces personnes migrantes. Ce ne sont pas des gens qui traversent la mer comme ça avec leurs enfants de 3 ans, de 8 mois, pour profiter des allocations uniquement. Ce ne sont pas des dangereux djihadistes comme on peut l'entendre parfois. Ce sont simplement des gens qui fuient les persécutions. Qu'est-ce qu'on fait de ces familles-là et de ces enfants-là qui demandent l'asile, qui ne sont pas Nicolas, vous répondez ensuite Aurélien Taché. D'abord, j'ai autant d'émotions que vous. Et moi, je ne les vois pas un soir dans ma vie. Je suis élu de banlieue. Dans une circonscription, j'ai 47 nationalités. Ouais, je ne les vois pas un soir non plus. J'habite ce quartier-là. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut tous faire un reportage, être ému aux larmes, parce que c'est horrible. Mais la responsabilité d'un homme politique, c'est d'anticiper, de prévoir et d'éviter ce genre de situation. Et ça, c'est le fruit de 20 ans de laxisme en France, d'un pays qui, par misérabilisme, a laissé rentrer sur son sol des centaines de milliers, des millions de personnes qu'il ne peut plus nourrir, élever. Et il y a un moment où la responsabilité d'un homme d'État, c'est de prendre le problème à la racine. Et à la racine, c'est le président sénégalais qui a eu les plus belles paroles et qui a dit « Vous êtes irresponsables, laissez-nous notre jeunesse, laissez-nous notre population, aidez-nous ». J'ai fait des propositions sur l'Union européenne pour qu'au lieu de donner 1000 milliards aux banques, on ait un vrai plan de développement d'Afrique. Donc moi, j'ai aucun complexe. On veut me présenter comme le méchant fasciste, et j'en ai rien à faire. La question majeure, c'est de fermer nos frontières, c'est de renvoyer chez eux ceux qui ne sont pas des demandeurs d'asile. 80% restent sur notre sol. C'est d'avoir une vraie politique immédiate en Méditerranée pour qu'ils repartent sur le lieu de départ. Et c'est d'avoir une politique de développement en Afrique. Tout le reste n'aboutira qu'à dramatiser les enjeux et avoir dans notre pays une guerre civile. Je ne céderai pas au chantage humanitaire qui, à la fin, aboutit à des situations dramatiques. Bien évidemment que ceux qui sont en demande d'asile, il faut les traiter bien, mais on ne les traite pas bien. Pourquoi ? Parce qu'on est débordé par tous ceux qu'on ne renvoie pas. Et c'est sans fin. Et vous allez avoir un doublement de la population africaine, 2 milliards. Ils vont venir où ? Vous allez pouvoir faire 50 reportages comme ça. Il faut arrêter cette espèce de chantage humanitaire. Je ne fais aucun chantage humanitaire. Je sais que vous faites aucun chantage humanitaire. Je dis bravo aux associations. Elles font leur boulot. Mais l'homme politique, il est chargé d'anticiper. Moi, je veux bien vous entendre dire qu'il faut développer l'Afrique. On est tous d'accord pour ça. Encore une fois, on est tous d'accord pour ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous n'avez pas répondu à cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait pour ces familles-là qui sont demandeurs d'asile ? Vous avez dit être favorable à un accueil digne des demandeurs d'asile. Ceux qui sont acceptés comme demandeurs d'asile. Ils sont tous acceptés demandeurs d'asile. Il y en a 90% qui sont refusés. Non, arrêtez. la demande d'asile. Non, vous confondez tout. La demande d'asile. Mais ils demandent tous. C'est une nouvelle filière d'immigration. Très bien. Donc, ils demandent l'asile. Sur 100 qui sont demandeurs d'asile, il y en a à peu près 20 qui se verraient accorder l'asile. Et vous connaissez les délais d'instruction. Et il y en a 80, il faut les réduire. Et ils devraient être dans des centres de rétention aux frontières. Donc, très bien. Un mot, Thierry, sur cette association que je connais bien, parce que je suis le député de Jouy-le-Moutier. Donc, Solidarité est une association qui est à Jouy-le-Moutier. Et je voudrais dire un mot d'eux. Cette association, vous savez par qui elle est créée ? Elle est créée par essentiellement des jeunes issus de l'immigration, musulmans, qui sont engagés dans cette association en raison de leur foi et qui aujourd'hui donnent un très beau visage de ce que peut être la banlieue quand elle se mobilise, un très beau visage de tous ces jeunes que moi je vois au quotidien, qui sont effectivement issus de l'immigration, qui pour beaucoup sont musulmans en tout cas dans cette association, et qui intervient auprès des migrants, mais aussi auprès des SDF, qui vient jusqu'à Paris, qui ne fait aucune discrimination. Et moi, c'est cette France-là que j'aime, je les félicite encore, je les retrouverai sur le terrain ce week-end. Bravo à eux, bravo pour ce qu'ils font, et bravo à cette France-là que je continuerai de défendre. Merci à tous les deux, voilà. On se retrouve après la pub pour les terriens du dimanche avec Philippe Manœuvre, la star des rock critiques. A tout de suite. Rebonsoir, les terriens du dimanche. Re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion, toujours en compagnie des 6 mercenaires. Natacha Polony. Raquel Garrido. Monia Cachin.
Cachemire. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je garde. François-Olivier Gisbert. C'est bien ça. Le temps dure longtemps. Gilles William Goldnadel. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Et Pierre Licia. Moi je voulais une moustache. Et maintenant, c'est l'heure du zapping des terriens. Chaque semaine, nous vous proposons le tour du monde des images les plus ovniesques. Le principe, on vous montre une vidéo, vous nous dites si vous aimez, si ça vous fait rire, si ça vous dégoûte, si ça vous énerve ou si ça vous gave. Voilà, c'est tout con. Première vidéo, Serge. Il manifeste, voilà. C'est ça. Allez, venez. Il leur crie de venir, tout le monde s'en fout. Mais on est en France, bordel, on s'est battu pour dégager les nazis. Et tous les Français sont votés pour un putain de dictateur. Super. Raquel, vous adorez? J'adore. Ouais, c'est assez génial. Non, faut le dire. mec tout seul, surtout, là, tu Ouais. vois, rien ne lui résiste, il y va. C'est comme ça, il y en aura un, et après deux, et à trois, et voilà. Et c'est comme ça qu'on va gagner. 80% des Français qui soutiennent. C'est pas soumise, Zara, calme-toi. À la fin, c'est nous qu'on va gagner. C'est vrai. Attention, Serge. Work, 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 work. You see me heavy work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. So me better work, 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 work. When you walk a line, 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 line. I'm in the cafe, my ta, 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 ta. Drive me a dessert. No time to have you lurking. You make a like, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Il faut reconnaître que c'est pas mal, ça. Les ongles, le boudon d'acné, là, je veux dire. Ah. Ouais. Où va le monde, mon bon monsieur, franchement? Oh là là, c'est immonde. Raquel, dégoûtez-vous. Bah, après l'ongle incarné, voici le furoncle incarné. Ouais. Magnéto, Serge. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Gelas-gelas. Alors, Natacha. Je pense que si on se focalise, quand on parle d'environnement, uniquement sur le climat, on se plante. Ça nous prouve que le problème est plus vaste que ça et que c'est un problème avant tout de société de consommation. Tant qu'on continuera à consommer du jetable en se foutant de savoir où ça va ensuite, on continuera à alimenter ces horreurs. Et après, de toute façon, on est les suivants. Ça revient dans la chaîne alimentaire, ça va Est-ce que c'est réparable? Politique zéro déchet. Voilà, c'est un travail de très long terme, que... mais c'est réparable. Mais ça nécessite non pas de se contenter d'inventer, et il y en a qui le font et c'est formidable, des machines pour nettoyer les océans, le fameux 7e continent, mais ça nécessite de changer de système économique. C'est ça qui va être compliqué. De repenser une économie fondée sur une consommation qui soit moins importante, qui ne soit pas jetable, et il faut y penser. Je suis contre le fait de culpabiliser les gens parce que c'est une question politique et économique globale, mais quand même à chaque fois qu'on utilise un gobelet en plastique, alors qu'on pourrait avoir sa tasse, à
chaque fois qu'on utilise une paille en plastique, qui est une saloperie absolue, tout ce genre de choses, tous les emballages, les milliards d'emballages qu'on utilise, voilà. Il faut juste en avoir conscience. Franck, ça vous énerve, j'imagine Non, mais je suis d'accord avec ça, j'ai envie de rajouter autre chose quand même, c'est le rapport de l'homme à la nature qui doit changer. Je cite sans arrêt la phrase d'un grand chef sioux, qui était en même temps un philosophe, qui était Sitting Bull, et qui disait « Ce n'est pas la terre qui a été faite pour l'homme, c'est l'homme qui a été fait pour la terre ». Ça, je pense, c'est quelque chose qu'on devrait écrire au fronton des écoles. Et répéter à longueur de journée. Il y a quand même, depuis des générations, l'impression que, voilà, ça nous appartient. Non, non, parce qu'on est comptable, il y a les générations futures. Il faut qu'on pense à nos enfants. Voilà. Non, mais surtout que... La semaine dernière, on a reçu Émeric Caron et on a adoré opposer les défenseurs du droit des animaux aux mangeurs de viande. On peut être mangeur de viande et être complètement touché de voir un cachalot mort. On peut être touché par la souffrance animale et manger de la viande. William, non, enfin... vous savez, William, il y a la théorie du collapse, c'est-à-dire c'est le grand effondrement. Le monde s'effondre sur lui-même comme un immeuble qu'on dynamite. Et la question est que c'est réparable? Est-ce que, malheureusement, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans la pollution de notre paradis terrestre? Non, mais moi, je pense à autre chose. Quand j'ai vu le cétacé là, c'est que je pensais, et on pense, au massacre de baleines qui ont repris encore de plus fort chez les Japonais et les Norvégiens. Personne n'en parle. Direction la France, Serge. Till I die, I gotta stay. Till I die, I gotta stay. Till I die, I gotta stay. Till I die. Hey, call me the juice and you know I'm a stunt. Riding in the car with some bump in the trunk. Tone him a laugh and you know it's a bump. Breaking down the good green bullet in the blunt. Voilà Frankie Zapata qui a inventé ça tout seul dans son garage à Toulon. Et aujourd'hui, l'armée française veut lui donner du pognon, mais c'est beaucoup mieux que la trottinette quand même, non? C'est génial. On a une armée en France absolument extraordinaire. Il n'y a pas seulement les Britanniques, il n'y a pas seulement les Amerlocs, ni les Russes. Il y a aussi les Français, on le sait, on le voit sur le terrain en permanence. Il y a un ministère qui coûte moins cher, c'est le ministère de la Défense, et on plane pareil. Bravo. La Thaïlande maintenant, Serge. Magnéto. Al igual que Voilà, ils sont top. S'ils sont top, c'est les Thaïs. Ah bah surtout qu'on n'est pas obligé d'aller en Thaïlande. En France, il y a une émission qui s'appelle 4 mariages pour une lune de miel, où vous vous mariez et il y a 3 pétasses qui sont invités pour vous critiquer le mariage comme si c'était votre belle-mère, et à la fin, tu gagnes une lune de miel chez Pierre et Vacances. Et voilà, c'était le zapping des terriens. Et maintenant, j'accueille notre deuxième invité. Il publie Rock, son autobiographie. C'est Philippe Manœuvre. Ça va? Ça a été l'escalier, là, vous êtes bien émerdé, hein? Oui, ça allait. Faut faire gaffe, faut pas aller tout droit, c'est tout. Et avec vos lunettes, j'étais inquiet, je me suis dit pourvu qu'ils plongent pas devant. Alors bon. Alors, vous publiez donc Rock, votre autobiographie chez HarperCollins, bonne maison d'édition, c'est chic. C'est l'anthologie d'une époque bénie, hein, quand même. Un jour, Bowie vous a dit « Le rock n'est plus le fer de lance des mouvements de jeunesse ». Est-ce que le rock est mort, alors? Non, pas du tout. Ah!
Non, mais il continue, il s'est réinventé. Je crois c'est une des musiques les plus pratiquées en France. Mais il reste des grands noms. On a Bob Dylan, on a les Stones, on a Paul McCartney. Donc le rock n'est pas mort, mais il n'est pas loin quand même, vu les gens que vous citez. Non, mais il s'est réinventé. C'est-à-dire, le problème, c'est que les maisons de disques n'en veulent plus. Les maisons de disques ont perdu patience avec toutes les histoires des rockers qui ne voulaient pas passer à la télévision. Ça s'est terminé de... Le dernier groupe signé, c'est Bébé Brune en 2005, et depuis, les majors se sont tournés vers le hip-hop, les musiques urbaines, l'électro, etc. Mais le rock vit énormément. Il y a beaucoup de groupes partout. Juste avant que vous commenciez votre interview, Monia, j'adore comment il parle, Manœuvre. Ah là là, un big up pour Manœuvre. Merci. Le rock. Monia, à vous. Alors, Philippe Manœuvre, vous savez très bien raconter les histoires. En le lisant, on a l'impression que c'est un peu à la manière de ces journalistes américains comme Guy Tallez ou encore Hunter Thompson. On a l'impression de voir... Pour moi, c'est le plus grand compliment. On a l'impression de voir une peinture très personnelle du rock, en tout cas de votre rock. Et ce que j'adore, c'est que c'est cash. On apprend plein de choses incroyables, comme Yoko Ono qui est persuadée que John Lennon a été assassiné par le gouvernement américain. On apprend par exemple que Madonna se la pète, que Mick Jagger peut être un petit con, ou encore que Michael Jackson, c'est un espèce de weirdo qui vient d'une autre planète. Et comme vous aimez répéter que vous n'êtes pas une star, mais vous êtes la plus star des fans, ben on s'est dit, comme on est chez Ardisson, on va faire une interview, non pas sexe, drogue et rock'n'roll, mais plutôt sexe, drogue et rock'n'folk pour rendre hommage au magazine que vous avez travaillé. Ça vous dit? Merci. On commence par le sexe? Allez. Alors, dans votre livre, vous racontez que c'est grâce aux Rolling Stones, en tout cas en écoutant un tube des Stones, que vous n'êtes pas un puceau, parce qu'en fait, c'est grâce à ça, une copine de lycée vous a autorisé de lui toucher les seins et elle vous a embrassé. Vous pouvez développer? Alors attendez, j'avais 16 ans. 16 ans. Voilà. Ouais. C'était un très grand moment. C'était sur quel tube? C'était sur Live With Me. C'est assez rapide, c'est très cadencé, hein, ça démarre avec une basse très... voilà, c'est des basses, quoi. C'était un grand moment de ma vie. On va parler de drogue aussi, comme prévu. Alors, c'est la chanteuse Marianne Faithfull qui vous a offert votre premier rail de coke en vous disant « Attention, elle est très forte ». Et en fait, vous tombez dans le coma. Ouais, c'était pas de la coke, c'était de l'héroïne. Et c'est un peu ce qui arrive à Uma Thurman dans le film de Tarantino. Quand j'ai vu la séquence, j'ai eu un flashback. Je me suis dit, oui, évidemment. Mais j'ai survécu parce que, en fait, tout ça se passait au théâtre de l'Empire et j'étais en train de claboter et je me suis dit, mais tu vas quand même pas mourir d'overdose dans les toilettes de Jacques Martin. Tu vois demain les titres sur François, le rocker drogué. Oh là là, je peux pas faire ça, Jacques. Et j'ai réussi j'ai survécu. Non, mais en plus, vous parlez beaucoup de drogue. Par exemple, on apprend qu'encore jusqu'à 2005, vous fumiez du crack à Stalingrad avec Joe Star. Non, ça m'est arrivé. Alors ça a été... Bon, tout le monde en fait un plat de cette histoire. Un soir, après avoir beaucoup travaillé, Joe Star me dit « Allez, on va fumer du crack à Stalingrad, je t'emmène. » Et je sais pas pourquoi, je me suis dit « C'est intéressant comme voyage. Je sais pas, c'est un truc... » Mais j'ai fait ça une fois. Aujourd'hui, vous prenez toujours des choses ou pas? Vous prenez plus rien? Non. Non, ça vous êtes J'ai arrêté de boire à l'an 2000. Entre le passage de l'an 2000, j'ai totalement arrêté de boire. Ça fait 18 ans que je ne bois pas d'alcool. Le rock est une musique de contestation politique et sociale. Qu'en est-il du rock d'aujourd'hui? Est-ce qu'il est toujours aussi contestataire? Mais toujours, bien sûr. Le rock non, il est venu pour casser les codes bourgeois, pour laisser les gens... Le boulot a été fait. Nous, quand on est arrivé, même en 71, on se faisait virer du lycée parce qu'on avait mis un t-shirt des Stones, on se faisait attaquer parce qu'on avait les cheveux qui descendaient jusque-là, le blouson était considéré comme un truc de blouson noir, et puis il y avait plein de choses, il fallait libérer la société, il fallait qu'on aide les femmes à prendre leur place, il fallait qu'on fasse le boulot, quoi. Et c'est les gilets jaunes qui reprennent la main. Est-ce que c'est des blousons noirs? Non, mais ils reprennent la main, là, c'est eux maintenant qui vont s'occuper de continuer le combat. Nous, on a fait ce qu'on devait faire. Vous soutenez le mouvement ou pas? Écoutez, non, mais si on me dit quoi que ce soit, ils vont dire qu'il aille se faire foutre, celui-là, non, mais avec ses lunettes, ou je sais pas quoi. Évidemment, samedi soir, j'étais avenue Montaigne dans un taxi, au moment où ils ont attaqué la boutique Dior.
Et donc, on est rentré dans l'avenue Montaigne, on roulait dans la file des taxis, tout va bien, et d'un seul coup, 200 mecs arrivent, certains avec des gilets jaunes, certains sans, et ils se mettent à acheter des trucs, tout, le mobilier urbain, des barrières Neumann, des vélos, des taxis, tous les talons étaient là dans le taxi, terrés. Le taxi réussit à faire demi-tour, et on se trouve face à une compagnie de CRS. Et là, on est entre les deux, quoi. Il y a des gaz lacrymogènes partout. Et j'arrête pas de repenser à cette séquence parce que dans tout mon cœur, je suis avec les rebelles. J'étais prêt à descendre, attaquer la boutique Dior avec eux et piquer un perfecto si possible. Voilà. Et maintenant, on ne peut pas parler de rock sans écouter de la zik. C'est le blind test. Alors, en hommage justement à tous les scandales du rock, on va faire un blind test scandale. Donc, à vous de trouver l'interprète. Bon, vous jouez pas. Vous nous raconterez le scandale justement qu'il y avait derrière la chanson. Attention, branchez la guitare. Branchez la guitare, entonez les tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. On y va, musique. Ouais, Garrido. Alors, ce qu'il faut dire, après toute une époque de musique planante, Genesis, tout ça, les mecs sont arrivés, ils grattaient 4 accords, mais ils avaient la patate. 3. Ça a été quand même la régénérescence du rock'n'roll. Hein. Ben voilà, ils avaient repris le dossier. Vous avez fait fausse route, les hippies. Vous êtes partis dans l'exploration. C'est interminable. Nous, on va revenir à la base. On va redescendre la porte du château à coups de latte. Et voilà, en plein jubilé de la reine. C'est merveilleux parce que c'est vraiment un fac majeur qui est fait. C'est la deuxième naissance du rock'n'roll, en fait. Voilà, c'est un petit peu le punk, voilà. Bien sûr. Voilà. Musique. Stone à Goldnadel. Alors ça, bon, c'est Brown Sugar sur Sticky Fingers avec la pochette, avec la fermeture éclair. La pochette de Warhol, pochette de Warhol. Alors Brown Sugar, en fait, c'est une qualité d'héroïne. C'est un mélange. Le Brown Sugar, oui, c'est une héroïne mexicaine, pas très bien. Non, pas du tout, mais il joue là-dessus. Le premier oui, c'est les esclaves noirs, le Brown Sugar. Voilà. Mais en fait, là, c'est l'héros de mauvaise qualité. Alors, il y a les deux dans la chanson. Hein. Il y a un vieil esclavagiste qui fouette les femmes autour de minuit, puis il reprend du Brown Sugar et il dit tout ça me fait me sentir drôlement bien. Alors, donc ça a été ça là on voit quand même l'importance des Stones parce que les Beatles c'est énormes compositeurs mais beaucoup plus mainstream que les Rolling Stones. Et puis là, ce morceau, mine de rien, musicalement, il y a la rythmique de Keith Richards qui creuse le sillon et il y a Mick Taylor qui fait des petites trucs très très fines à la guitare. Et selon les gens de Kiss, ils m'avaient dit c'est la base du rock moderne. À partir de ce morceau, tout le monde va construire son groupe à 2 guitares, remplacer une guitare par l'orgue, mettre un saxo. Voilà. C'est le morceau qui définit la suite. Et concernant les Stones, le génie de leur agent, c'était de les présenter comme les concurrents des Beatles, alors qu'ils étaient loin au niveau des ventes. Quoi. Et Andrew Oldham me disait, j'ai été culotté parce qu'on vendait 100 fois moins qu'eux. Et la première chanson des Stones, I Wanna Be Your Man, était une chanson des Beatles. La deuxième, c'est la deuxième. Pardon, voilà. Et quand tu as manœuvre, là. Musique. Rock the Casbah. Merde. 1, 2, 3 soleil. The Cure. The Cure, bien sûr. Robert Smith. Alors là, Killing an Arab, en fait. Killing an Arab. Alors tout le monde a cru que c'était du racisme. En fait, c'était juste un hommage à l'étranger de Camus. Voilà. Oui, ils avaient lu Albert Camus. Ouais. Attention, musique. Beatles. Ouais. Je vais expliquer aux gens.
ce qu'a été en 1967 l'arrivée de Sgt. Pepper. oui. C'est une révolution. C'est le premier album. C'est Ouais. le premier album. Jusque-là, c'est les albums, il y a les 33 tours, mais c'est des collections des 45 tours qui ont bien marché. Puis on rajoute une ou deux faces B, un inédit, un blues, et puis on envoie ça, on dit c'est un album. Là, il crée une œuvre avec un début, un milieu, une fin, un rebondissement, un thème général. Ils essayent de faire un pont entre la musique du 19e siècle et celle du 20e. Ils regardent leurs grands-parents avec amour. Quand j'aurai 64 ans, chante Paul McCartney. Enfin, c'est le disque. Puis il y a cette ode de. Il y a A Day in the Life et il y a l'ode de John Lennon, Lucy in the Sky with Diamonds. Voilà. Alors, LSD. très vite, les fans vont dire c'est le LSD. Après, Paul McCartney dira pas du tout. C'est un dessin de Il a dit que Julian. c'était pour son fils, Lennon, etc. Voilà, il a dit que son fils Julian avait fait un dessin qui s'appelait Lucie dans le Ouais, ciel avec des diamants. Ça a un peu calmé les choses, mais on avait tous Personne très n'y a bien cru. compris. Et vous, Thierry, à cause de cet album, vous avez raté votre bac. J'ai raté mon bac parce que j'ai eu l'album à Montpellier. J'ai eu l'album la veille de l'examen. J'ai passé la nuit à écouter l'album. Ils ont bon dos, les Beatles. Là, attention, là, ça rigole pas du tout. Musique. Ah, stop. Let's spend the night together. Oh mon Dieu que c'est beau. Bon, alors là, c'est incroyable parce que ça a fait un tel scandale. Parce qu'à l'époque, faut se rendre compte quand même, je fais un peu Alain Decaux, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai quand même. Non, mais c'est vrai quand même qu'à l'époque, Let's spend the night together. C'est-à-dire, passons la nuit ensemble. À l'époque, c'était choquant. Mais on est en 1967. Ouais. Ce n'est juste pas imaginable. Les filles ne dorment pas avec les garçons. D'ailleurs, notre ami Cohn-Bendit bah oui, va en faire un scandale. Et la révolution va arriver sur ces entrefaites. Voilà. Mais les Stones annoncent le truc, quoi. Et quand ils passent à la télé américaine, on leur dit, là, vous ne pouvez pas chanter Let's Spend the Night. Donc Mick Jagger accepte de chanter Let's Spend Some Time. Voilà, bravo Philippe. Et les gens diront après, c'est vraiment le truc le plus scandaleux qu'il ait fait de sa carrière, c'est d'accepter les dictats de la télévision américaine. Raquel, félicitations. Bravo. Raquel Garrido. Raquel, je me demande si vous n'êtes pas meilleur en rock'n'roll qu'en analyse politique. C'est la question. Mais il faut être bon dans l'un pour être un peu acceptable dans l'autre. Ah, c'est bien, Raquel. Je crois. Bon, Philippe, merci d'avoir été avec nous. Mais merci, ça fait plaisir. C'est vraiment un plaisir. Donc, le livre s'appelle Rock. C'est chez HarperCollins. Et voilà. Philippe Manœuvre, une légende du rock. Reste là. Et voilà, on se retrouve après la pub avec les terriens de Tanguy Pastureau. A tout de suite. Bonsoir. Et les terriens du dimanche, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie des 6 mercenaires, Natacha Polony, Raquel Garrido, Monia Cachemire, François-Olivier Gisbert, Gilles-William Goldnadel et Pierre Lissa. Et maintenant, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. Bonsoir. Ça va, Tanguy ? Ça va et vous ? Si ça va, on passe à Pastureau. C'est important dans une vie le moment précis où arrivent les choses. Regardez-moi, si vous m'aviez embauché à vos débuts, Thierry, ça aurait pas collé. D'abord parce que j'avais 8 ans et demi et qu'à part en Chine où à cet âge-là vous fêtez vos 5 ans de carrière, c'est interdit. Et ensuite parce que vous tourniez dans des nightclubs entourés de stars droguées. Aujourd'hui ici, il n'y a plus que des gens sains comme le public. Et regardez.
Regardez Nicolas Hulot. Il y a 3 mois, il pleurait. Tel Bernard Pivot si des Caïras avaient brûlé le bibliobus. Et les pleurs, ça marche comme avec le vomi. Il suffit de voir quelqu'un faire ça pour avoir envie de le faire aussi. Sa femme, en larmes, s'était mouchée dans sa chemise. Le type a la vie d'un Kleenex. Ensuite, son petit-neveu qui s'était masturbé devant YouPorn était lui aussi venu s'essuyer. Eh ben Hulot, il était là au mauvais moment, lorsque Macron n'en avait rien à taper de la planète. Il pensait start-up, business, il exhibait sa montre à 100 000 à Pierre Gattaz en lui disant « j'ai aussi un caleçon en or massif ». Mais là, alors que Hulot est au chômage, collé sur son rocher comme une vieille moule en attendant la montée des océans, mais Macron est devenu plus écolo que le gosse qu'aurait eu Christophe Maé et Zaz au fond d'une yourte. Hulot est parti trop tôt. Mais oui, Macron, c'est José Bové sans les poils. Ça y est, il est contre le pétrole. Hein, il va fâcher ses potes. Fini les après-midi avec le prince d'Abu Dhabi à regarder la statue de Nabila. Terminé les selfies trouki coulol avec le prince d'Arabie Saoudite, qui est un journaliste teaser. C'est comme des ratiseurs, mais avec des journalistes. Alors, il a posté des messages, Macron, toutes les 10 minutes, un Français meurt du fait de la pollution. Et on peut même pas choisir lequel. Hein, vous imaginez, si c'est Bayrou, il y aura plus personne au modem. Il a annoncé la fermeture des centrales à charbon, la réduction du nucléaire d'ici 2 ans. Pour produire l'électricité, on pourra juste coller Castaner dans une roue de hamster géante et placer devant lui une photo de Macron pour qu'il se mette à courir. Alors, Macron n'a pas fait que ça. Avant, il a accueilli à l'Élysée 2000 maires. Hein, ils étaient 3 fois plus au départ, mais il leur a demandé de venir à pied pour pas polluer. Donc la plupart sont morts, hein, épuisés. Alors les survivants ont été bien reçus. Hein, Macron a une utilisation optimale de ses mains. Croisé, tourné, boulé, hop, en 4 secondes, il en sert 10. Hein, s'il faisait des massages, ce serait la star des kinés. Il s'est rendu à Bruxelles afin de valider le Brexit et a parlé avec devant la bouche plein de micros qui bougent. C'est une sorte de gangbang médiatique. Il a salué Theresa May, qu'il ne verra plus, et lui a dit « Mais quelle idée vous avez eu de demander son avis au peuple? Est-ce que je fais des référendums, moi ?» Enfin, il a reçu à Paris le président roumain, un grand type, hein, quand on le regarde dans les yeux, on se fait un claquage, qu'il a tenté d'escalader en s'agrippant à son col afin d'avoir accès au haut de son corps. Une fois au sommet, il s'est évanoui parce qu'il n'y avait pas assez d'air. Non mais la vie des présidents, sinon, c'est la même que celle sous Néandertal. Hein. D'un côté, il y a les mâles hein, qui signent des contrats, enfin la Roumanie... C'est pas non plus le budget du siècle, hein. Ils nous ont pas pris de rafale. Ils ont juste acheté 2 camemberts au Franprix. Et pendant ce temps, les femmes papotent. Ils en sont restés à la guerre du feu. Macron a demandé à Gérard Collomb s'il lui restait de la viande de stégosaure de son enfance au congélo pour cuire ça sur le feu au fond de la grotte de Lascaux. Alors Brigitte et Carmen, la première dame roumaine, ont donc fait ce qu'on attendait d'elles. Elles ont posé hein, en petite robe vintage. On a l'impression de voir Sheila et Marie Laforêt en 66. Ok, si elles avaient laissé leur mamie porter leurs fringues. Puis les 4 sont allés au Centre Pompidou, hein, où ils ont vu des ensembles vides. C'est une œuvre sur le programme du Parti Socialiste. Allez, tout de suite, ils aiment Macron comme Tariq Ramadan les mineurs, sauf ceux de Germinal. Ce sont les Macronphiles. Avec Bruno Le Maire, ministre des sous-sous, hein, le type le moins rock'n'roll du monde. Jospin à côté, c'était Iggy Pop. Et qui a mis des lunettes qui l'ont plongé dans un monde virtuel. Il s'est retrouvé à l'EHPAD d'Annecy, a vu une senior virtuelle lui proposer une camomille et a reposé les lunettes en disant « Ah la vache, c'était énorme, grosse sensation, waouh !» Gabriel Attal, le petit quick de la 5e, a lui fait du ski virtuel. Il n'y en a plus un avec nous sur Terre. Hein. Tous nos ministres sont dans le nuage avec les photos de vacances de mamie Ghislaine. Christophe Castaner a salué des flics, hein, sauf qu'au lieu d'être alignés en randonnion, ils étaient éparpillés. Du coup, il est allé à gauche et en arrière, puis à nouveau de l'autre côté. Là où les gens font 3 pas, lui parcourt 16 km. Hein, la Fédération française de randonnée lui a fait sa carte de membre.
C'est le seul à faire sobre le même parcours que Benoît Poelvoorde en fin de soirée. Franck Riester, ministre de la Culture, donc pas d'énergie 12, a croisé Julien Clerc, deuxième homme en noir avec vous, Thierry. Encore 500 comme ça, et même en plein jour, il fera nuit. Il a aussi reçu au Louvre le prince héritier d'Abu Dhabi, un criminel qui a sur lui le sang des enfants du Yémen. Mais les mecs s'habillent en blanc, je sais pas, ils doivent avoir une super lessive. Alors il faut visiter les musées tout de suite, parce que Macron est en train de rendre tout ce qu'on a piqué au pays d'origine. Donc à part le radeau de la Méduse de Géricault, un tableau sur des migrants, que des blancs. C'est con parce que la même chose aujourd'hui, l'Italie les prenait. À part 2-3 toiles, il va rien rester. Rien. Alors Édouard Philippe, le grand duduche, a lui croisé des collégiennes derrière lesquelles se cachait à droite François Hollande, qu'on reconnaît à son charisme. Il a enfilé des lunettes virtuelles afin de retrouver le maire et Attal dans le cloud. Ils ont retrouvé Ariel Dombal aussi qui est perché là-haut naturellement. Philippe a distribué des oreillers pour le cas où les gosses croiseraient le maire et s'endormiraient instantanément. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déjeuné avec Brigitte dans un resto tenu par des sourds. Ces gens chanceux qui jamais n'ont été confrontés à la musique de Christine and the Queens et à qui tout le long, elles ont fait des signes, donc elles n'ont rien pu manger ou alors sans les mains, ce qui est impossible. Moi, à Paris, je déjeune dans des restos où les serveurs entendent. Du coup, quand ils ne répondent pas, je sais que ce sont juste des cons. C'est Paris, ça. C'est Paris. Alors, François de Rugy, ministre de l'écologie, a inauguré un parc de panneaux solaires dans le 94, un jour de brouillard. Depuis, il pleut. Le parc entier a généré moins de jus qu'il en faut pour charger à 10% un iPhone. Les mêmes peuvent vous installer une éolienne dans un hangar. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, donc pas de Gérard Depardieu, a annoncé l'arrivée de préservatifs remboursés par la Sécu. Alors, une seule marque est concernée, les préservatifs Eden. Un titre qui engage fortement celui qui en met. S'il finit en 2 minutes alors que l'autre n'a pas retiré son slip, le conjoint ne croit plus en l'Eden. Ça peut engendrer des millions de diagnostics par samedi soir. Alors, c'est un préservatif gratuit. Donc, si vous mettez du Manix, pas la peine de venir avec un bouquet. Le préservatif est payant. Il est là, le cadeau. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, a quant à lui réanimé un homme tronc, sans bras, sans jambes, idéal si on est secouriste à Bagdad et qu'un mec vient de se faire exploser sur un marché. Et puis, je me moquais de Bruno Le Maire, mais mine de rien, on a enfin compris à quoi il sert, à tenir des feuilles A4. Il a la même vie qu'un dossier cartonné, sans les élastiques parce qu'il n'a pas fait de lifting. Mais... Allez, maintenant, il déteste Macron autant que le pape François la carrière de Black Sabbath. Ce sont les macronphobes. Avec Martine Aubry, la dame qui n'a jamais souri, qui a accueilli lors d'une cérémonie les nouveaux habitants de l'île, à côté d'un dragon géant. Ça foutait les jetons, pas le dragon, Martine Aubry. Les nouveaux habitants ont bien sûr fui la ville. Christian Estrosi, maire de Nice, s'est lui mis au pole dance, mais la barre était beaucoup trop grosse. Il n'a pas réussi à en faire le tour avec ses jambes, donc ça a été un gros échec du point de vue de l'érotisme. À Béziers, Robert Ménard n'a toujours pas quitté son gilet jaune. Il dort avec, se douche avec, il ne fréquente plus que des gens en jaune. C'est comme une partie de Pac-Man, sauf que lui n'avale pas de fantômes, parce qu'il préfère la blanquette. Et il sort uniquement, regardez, au moment où avec le soleil, les bâtiments sont jaunes. Le parc de panneaux solaires du père Rugy, là, il cartonnerait. Tout en jaune. La femme idéale pour Ménard, c'est elle. Au conseil municipal... Regardez, pareil, ils sont tous en jaune. Un Julien Clerc qui déboule là-dedans en noir, il se fait lapider. Autre jaune, Jean Lassalle, le berger déchiré. Alors du coup, on le voit mieux. Par contre, on comprend toujours pas ce qu'il dit. Très anxiogène. Notre nouvel ennemi, c'est cette spéculation, cela a été à d'autres reprises, une financiarisation. Voilà. Je pense que le type communique en morse, en fait. À un moment, on va décoder et ça fera SOS. Non, dans la rue, il est en jaune. À l'Assemblée, il vient en jaune. On l'envisage plus autrement. S'il tombe en panne le long de la 6, on le voit même plus. Il se fait écraser par un 38 tonnes tchèque. Alors sinon, sachez que Pierre Laurent du Parti communiste a laissé sa place à Fabien Roussel.
il va avoir la tâche de gérer le parti et ses adhérents, qui sont des milliers, enfin des centaines, enfin 27. Bon, ok, juste lui, mais c'est déjà pas mal, hein, ça exige de bien se connaître. Et puis, on dit souvent à tort que François Hollande n'a rien fait pendant 5 ans. C'est faux. Le soir à l'Élysée, il éteignait les lumières. Il l'a dit sur France Inter et il a fait marrer tout le monde. Et je faisais moi-même le tour pour éteindre la lumière au niveau de mon étage. Parce que je trouve ça insupportable. Donc je fais maintenant, dans une modeste maison, je fais la même chose. Je ne supporte pas qu'on laisse même des signaux allumés. Voilà. Hollande, c'est Gad Elmaleh avec plus de punchline, quoi. C'est ça. Alors, à la sortie du studio, il a retrouvé Sophia Aram. Ils ont discuté, enfin, c'est normal entre collègues, hein. Alors, il sera en spectacle le 2 à Aix, le 14 à Mâcon et le 28 au Marrakech du Rire. Pour son spectacle, Par où t'es rentré à l'Élysée, on t'a pas vu sortir. C'est la catastrophe écologique, certes, mais enfin, on sera bien marré quand même. Allez. Un petit tour par les gens d'ici, hein, ces gens qui sont de France et de toute façon aucun autre pays n'en voudrait. Avec Gérard Collomb, maire de Lyon, qui a lancé la course des lumières au profit de la lutte contre le cancer. Alors partout, il y avait des lumières. Si Hollande avait été là, il les éteignait une par une. C'est pas un homme, c'est un interrupteur. Le soir, quand elle veut dormir, Julie lui appuie sur le nez. Anne Hidalgo, maire de Paris, au contraire, a elle illuminé les Champs-Élysées pour les fêtes. Et c'est la première fois que c'était le Père Noël en personne qui faisait ça avec elle. Alors il y a eu un lâcher de confettis. Énorme. Formidable. Une explosion dans une clinique du sperme et toutes les paillettes qui se mettraient à voler, ça ressemblerait à ça. Puis Hidalgo a inauguré une rame de tramway. Et paf, à nouveau confetti. Elle vit dans une fiesta permanente. C'est Patrick Sébastien en femme. Et cette année, oh là là, ils ont fait très fort sur les Champs-Élysées. Hein. Spectacle de feu, happening avec le mobilier urbain. 8000 figurants sapaient tous pareil. Moi, je me suis dit, Madonna va arriver en hélico avec Beyoncé et François Hollande. Enfin, de grosses stars du divertissement. Ça va être le show. Mais en fait, non. Non, c'était la guerre. Selon Macron, la peste brune, selon Darmanin. Lui, les gilets jaunes, il voit des chemises noires, on mélange les deux, ça donne du brun. Griveaux, pareil, il a vu des scènes de guerre. Oh les gars, la guerre, c'est pas ça. Hein. Là, on nettoie, on prend une benne. La guerre, c'est ça. Hein. Alep, il n'y a plus de mur. Hein. Bachar al-Assad a redéfini le concept de l'open space. Allez, sinon, un peu de sérénité. Alain Juppé, le bonze du Sud-Ouest, a dédicacé son livre « Le dictionnaire amoureux de Bordeaux » à un caniche qui s'était déguisé en femme pour pouvoir l'approcher. Ce type de chien, le caniche, aime les vieux. Et il s'est dévoilé. Il a dit que oui, il aimait manger. Oui, a-t-il dit, je suis un gourmand. Il était à 2 doigts d'ajouter « Oui, j'aime le sexe ». Et aussi être un poil défoncé à l'acide. Hein, mais il s'est dit qu'il risquait de paraître trop humain, quoi, bien sûr. Allez, on finit avec 2-3 personnes qui ont la chance de ne pas vivre comme nous dans un pays en guerre, peuplé de néo-nazis, où les gens meurent sous les bombes. Ce sont les gens de là-bas. Avec Melania Trump qui a décoré la Maison-Blanche. Et quand elle décore, On n'est pas sur du Stéphane Plaza qui achète une table de chevet pour faire du homestaging et réussir à vendre une baraque moche. Hein, elle a abattu toutes les forêts du pays pour son Noël. Vous lâchez les habitués du bois de Boulogne là-dedans, ils s'installent derrière les sapins, ils font comme chez eux. Alors bon, tout est très très beau, sauf un couloir dans lequel Mélania a collé des arbres peints en rouge. C'est superbe si on occulte le fait que ça ressemble pas mal à des tampons usagés. Hein? Non mais tous ces arbres, coupés pour ça, hein, on voit bien que les Trump ne sont pas des écolos comme notre nouveau Macron tout vert que nous on a. Allez, bisous. C'était Tanguy Pastureau. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, sur scène et sur mycanal.fr. Et maintenant, mesdames, messieurs, on va jouer. La dernière fois, c'est Monia qui a gagné. Et c'est Gilles William qui a perdu. Qui remportera le Cerveau d'Or cette semaine? C'est le winner de l'actu.
On se concentre. Quelle demande a été faite auprès de la mairie de Villers-sur-Mer dans le Calvados par PETA, l'association de défense des animaux? Interdire la consommation de camembert. Autoriser la libre circulation des chiens errants. Débaptiser la rue Saucisse ou ordonner la libération des huîtres de culture. Avec Gilles William, on a dit ensemble saucisse. La rue Saucisse. C'est ça, bravo. Un point chacun. T'as vu comment elle est généreuse. C'est la convergence des luttes. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu es prêt à renoncer à l'ISF? Je te demande beaucoup. La rue a été rebaptisée Soy 6 à cause du soja. Non mais c'est incroyable. Ouais. Quelle est la spécificité de la Cadillac One, la nouvelle limousine de Donald Trump? Elle pèse 9 tonnes. Elle dispose d'un canon à gaz lacrymogène. Elle coûte 1 million d'euros. Où elle contient une poche de sang du groupe sanguin du président. La poche de sang? Non. Jamais content. Les quatre. Ouais, bravo, Golnadel. Oh, je savais. Je le sens bien là. Oh, je le sens. Il y a du superstar dans l'air. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. 9 tonnes, ça doit consommer. Alors, la caisse, on l'appelle The Beast, la bête. Allons-y, je suis hargneux là. La semaine dernière, dans une interview accordée à M le Magazine, qu'apprend-on au sujet de Michel Drucker? Que Claude François lui avait offert son premier transistor, que Bernadette Chirac aimait boire du calva dans sa loge, que Jérôme Cahuzac a nagé le papillon nu dans sa piscine des Alpilles, ou que Manuel Valls lui a préparé une paella sur la terrasse de son appartement parisien. Je suis snob. Elle a appuyé, elle ne sait pas. Ouais. Mais, eh ben, comme tout le monde. C'est incroyable. Non. Les 4. Non. Non. Le verre de Calva. Non. Le dauphin. Le transistor. Non. Non, mais voilà. Alors là, vous êtes tous perdus. Mais en fait, parce que le dauphin n'était Mais pas... non. La réponse était Non, une vague, en fait, mais la réponse il a c'était vu, Cahuzac. il a vu Jérôme Cahuzac. Mais oui, mais c'était ça le dauphin, parce qu'en fait, le truc, c'est que Ah bah voilà. la réponse Cahuzac, elle est illustrée par un dauphin. J'ai dit le dauphin avec Cahuzac. Mais t'es con. Est-ce que tu peux me réparer ça, s'il te plaît? Attention. Quelle opération d'envergure la Chine s'apprête-t-elle à lancer d'ici 2020? Une subvention publique pour les Chinois prêts à mourir pour leur pays. Une compétition sportive mondiale qui accepterait le dopage. La mise en orbite d'une fausse lune pour éclairer une mégapole de 14 millions d'habitants. Ou la création d'une ville réservée aux couples sans enfants. C'est la fausse lune. Oui. Mais comment tu sais ça? Et c'est une ville qui est grande comme, je sais pas, peut-être 10 fois Paris. C'est Bon, Chengdu. t'as gagné, on va pas... C'est Chengdu. C'est On va Chengdu. passer à autre chose. C'est une lune artificielle qui permettrait d'éclairer 8 fois plus que la vraie lune. Je voudrais rappeler que j'ai répondu le dauphin tout à l'heure, qui était la bonne réponse. Que s'est-il passé au dernier tournoi de fléchettes de Wolverhampton, en Angleterre? Oui, on sait ça. C'est un concurrent aveugle qui a remporté la compétition. Un juge a été blessé d'une fléchette dans les fesses. Un concurrent a tenté de déstabiliser son adversaire en pétant. Je suis snob. Oh non, mais c'est pas normal, c'est pas juste, ça marche pas ce truc. C'est quoi alors? Avec. Ah, elle en sait rien en fait. Mais arrête, Alors maintenant, quand ça sera... l'aveugle. Regarde. Oh non. Regarde, et que tu m'entends. Bon, on le sait, ça. C'est un fesses, concurrent les fesses. Tous les aveugle journées. qui a remporté la Mais compétition. non, elle vient de le dire. C'est la flatulence. Oui. Ah bon? Quoi? Oui, effectivement. Ça s'est appelé le fart gate. Et apparemment, c'est une pratique assez courante. Dans certains sports. On en est où là? On en est où? Pierre et Golnadel sont ex-aequo. Sachant, j'ai dit le dauphin, il m'a refusé le dauphin. J'ai 3 bonnes réponses. Concentre-toi, Pierre. Comment le nouvel archevêque de la ville de Zeboug, à Malte, a-t-il fêté sa nomination? En invitant Beyoncé pour une soirée privée, en défilant dans une Porsche tractée par des enfants,
En offrant un gigantesque buffet à tous les habitants du village ou en organisant une orgie dans une école maternelle. Beyoncé. Non. Je suis snob. Alors, j'ai vraiment envie de rire en défilant dans une Porsche tractée par des... Bravo. Magnéto, Serge. Alors, depuis cette semaine, quel est le terme le plus recherché sur Pornhub? Mère Noël, Black Friday, Gilet jaune ou Natacha Polony? On dirait le sud. Là, tu y arrives. Ouais, bah gilet jaune. Bah oui, Ouais. bah oui, bah oui. Parce que Et la maintenant, semaine il y a des dernière, c'était pornos, Black Friday. il y a des pornos où les filles ont des gilets jaunes. C'est C'est ça. énorme. Ah ouais. D'après le Canard enchaîné qu'aurait déclaré Gérard Larcher à propos d'Emmanuel Macron et de sa façon de gérer la crise des gilets jaunes. À père avare, enfant prodigue, il pédale dans la smoule, il est comme l'âne de Buridan ou dans le cul Manu. Je sais pas. Il pédale dans la smoule. Bravo. Natacha Polony. Mais t'arrêtes, non? Golnadel voit la victoire lui échapper. C'est ça. Attention. T'aurais jamais pu gagner avec la semoule, toi. Quelle modification administrative cet Hollandais réclame-t-il à la justice de son pays? Un changement de nom, un changement de citoyenneté, un changement de sexe ou un changement d'âge? On dirait le sud. C'est forcément le truc le plus improbable et c'est forcément un changement d'âge. Et voilà. Il a notre âge, il a 69 ans, il trouve que c'est discriminant. Bah parce oui, qu'il c'est a- vrai, on est discriminé. Il c'est a vrai. une gueule qui ressemble Les pas gens disent à qu'on est son sourd. âge, Attends, les donc gens il va disent avoir qu'on est 59 ans. sourd, que nos danses des choses. Que nos danses des choses, ce qui est totalement faux. Les gens disent qu'on n'arrive plus à dire que nos danses Oui. des choses. Alors, qui remporte? Il y a 3 égalités, là. Mais alors on est parti pour un... Super Banco. Le Super Banco. Mais... On se concentre, l'heure est grave. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi si c'est l'intérieur d'une cellule, une photo de Jupiter, un tableau inédit de Salvador Dali ou une photo de la prostate de Gilles William Golnadel. Je suis snob. Un tableau inédit de Dali. Non. On dirait le sud. une photo de Jupiter. Ouais. Ouais. Gisbert, le cerveau d'or. Le cerveau d'or. Voilà, c'était les terriens du dimanche. L'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon. On se retrouve samedi à 19h. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.